un peu plus loin de mes préoccupations qui s'appelle Les temps de la démocratie et qui j'anime là. Et donc, dans celui-ci, ce petit bouquin, La défense de la démocratie directe, je trouve plein de choses passionnantes. Je me suis replongé pendant le voyage dedans. Et je me proposais de relever des idées qui résonnent avec ce que je fais en ce moment, puis de les proposer comme sujet de conversation. Puis j'ai aussi quelques marottes en ce moment, des découvertes, des suggestions d'organisation communes que je peux aussi soumettre à ta critique. Donc on pourrait, plutôt que faire des conférences, moi je pensais qu'on pourrait faire une espèce de ping-pong sujet par sujet, puis probablement d'essayer d'intégrer les gens. Je sais pas combien de temps on a en tout. On peut la dernière fois qu'on a parlé de démocratie constituante, c'était à Annecy, et on était, combien on était Anna? On était 400, 350, 400, voilà. Et puis ça durait jusqu'à 1h du matin, c'était bien. Donc alors, je commence. Démocratie, droit politique. Évidemment, il faut commencer par définir de quoi on parle. Démocratie, bon, ça commence à être, en tout cas sûrement pour les gens qui sont là, le travail de remise à l'endroit du mot a probablement été déjà fait. Je pense que vous avez compris qu'on n'est pas en démocratie. Et que une démocratie, c'est un régime dans lequel le démos a du kratos. Moi, mon boulot, c'est vraiment essentiellement de réveiller mes congénères humains pour prendre conscience qu'on aura du kratos que si on écrit nous-mêmes la Constitution. C'est-à-dire que nous n'aurons de démocratie digne de ce nom que si on écrit nous-mêmes la Constitution, et que donc le tirage au sort ou une autre procédure, si vous en trouvez, ça m'intéresse, une autre procédure qui permette de désintéresser les constituants, de rendre les constituants sans conflit d'intérêt. Le tirage au sort des constituants paraît une des pistes majeures qui nous permettrait, pour nous, disons français, c'est-à-dire, enfin disons non-suisses, parce que les Suisses sont particuliers parce qu'ils ont une longueur d'avance, pour les non-suisses d'instituer enfin une démocratie, et puis pour les Suisses de protéger leur démocratie. Parce que, si j'ai bien compris, la tendance, le trend de la Suisse, c'est plutôt d'être en train de perdre sa démocratie, formidable, mais qui s'étiole petit à petit. J'en trouve encore des traces, quand tu nous expliques qu'en 74, en 77, le Parlement propose de passer le seuil de l'initiative de 50 000 à 100 000, donc de rendre le truc plus difficile. Ben ça, moi je vis ça comme une régression démocratique. Et puis quand tu écris que le peuple dit oui, accepte, ça me suggère l'idée que dans une démocratie factice, dans un système représentatif, avec des morceaux de démocratie comme le référendum d'initiative populaire. Nous on l'appelle comme ça, on ne distingue pas l'initiative, le référendum obligatoire. Nous on aspire simplement à ce qu'on puisse avoir nous l'initiative donc ce qui nous intéresse tous, c'est l'initiative dans les institutions suisses. Mais dans un régime pareil, il est essentiel que les médias ne soient pas achetés par les plus riches, parce que manifestement, si les Suisses en 77 acceptaient que le seuil soit doublé pour les candidats qui sont rendus plus difficiles, c'est probablement au terme d'une campagne médiatique oligarchique, démophobe, effrénée. Il me semble, enfin je ne vois pas pourquoi le peuple aurait décidé ça sans ça. Peut-être tu peux répondre à ça, parce que c'était vraiment une interrogation pour moi. Par quel mécanisme est passé ce sabordage suisse? Ça vous va le ping-pong? C'est-à-dire je ne tiens pas le crachoir pendant... Parce que moi je peux parler pendant 8 heures, donc c'est pénible. Alors que si on échange, et si vous avez des questions, c'est mieux, c'est plus vivant. Je vais répondre à la place du professeur. Et donc voilà, si et je crois qu'il faut que vous preniez un micro, parce qu'il faut penser, il y a plein de gens qui ont demandé à ce que ce soit enregistré. Si, on entend. On entend. Nous on entend, mais dans la captation vidéo, ils n'entendent pas. Je vais expliquer ce doublement. Je vais faire porte-voix peut-être. Il faut penser aux autres aussi. J'arrive pas à faire vue, mais M. Chollet nous a expliqué que ce doublement était dû à deux raisons principales.
à savoir le doublement de la population helvétique, tout d'abord, qui justifiait ça, et l'introduction du suffrage féminin en 1971, qui a fait que la population votante a pratiquement doublé, ce qui a justifié cette augmentation du nombre de voix pour le référendum. Donc, ceci dit, si on avait moi, je serais le premier satisfait, si on en avait moi. Mais ça représente actuellement 1% de la population votante pour ce qui est du référendum et 2% pour l'initiative. Bon, alors je reprends le fil. Sur le mot démocratie, je suis en train de découvrir un truc passionnant. Ça fait 10 ans que je pose sur la question presque, et pendant 9 ans, je pensais que la démocratie c'était, après avoir découvert le système athénien, je pensais que la démocratie c'était un peuple qui vote lui-même ses lois. Alors que nous sommes réduits aujourd'hui à élire des maîtres qui votent tout à notre place. Ce qui est vraiment le comble d'appeler ça une démocratie, c'est quand même se foutre du monde. Mais je voyais comme alternative un régime à la grecque amélioré, évidemment, puisqu'il n'est pas question de prendre la Grèce comme modèle, mais je m'aperçois, je travaille le sujet depuis 10 ans, du fait que c'est le tirage au sort des représentants qui les affaiblit, qui fait que le peuple peut voter ses lois parce qu'il n'y a pas des maîtres constamment sur le dos qui essayent de tout décider à sa place. Élire, c'est démissionner, élire des maîtres, c'est renoncer à voter soi-même ses lois, c'est démissionner sur le processus législatif. Et pour moi, une démocratie digne de ce nom, c'était, pendant 9 ans, c'était des humains qui votent eux-mêmes leurs lois. Et puis je découvre avec David Graeber, je vous en ai parlé un peu en conférence, là, vous allez en entendre parler, je découvre avec David Graeber, les anthropologues, avec Dupuy-Derry, je découvre que la démocratie, c'est plutôt, indépendamment du vote, la démocratie, c'est plutôt un peuple qui décide lui-même de ses affaires, mais pas forcément par vote. Et je découvre qu'il y a plein de sociétés humaines, petites, toujours, c'est à chaque fois quand on n'a pas un État sur le dos. Si on n'a pas un État sur le dos, si on a des petites communautés moyenâgeuses, ou les communautés, les tribus indiennes, ou les tribus qu'on appelle primitives, mais qui étaient bien plus respectueuses les uns des autres, des humains, que nous le sommes aujourd'hui, toutes ces sociétés sans État, au lieu de voter, discutaient jusqu'à atteindre l'unanimité. Alors c'est pas exactement l'unanimité, c'est le consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui est opposé. Mais s'il y a des personnes qui sont opposées, on discute. Les Indiens d'Amérique étaient incapables d'imaginer donner un ordre. Et encore moins recevoir un ordre. Comme il n'y avait pas de système de coercition, comme il n'y avait pas de monopole de la force, il n'y avait pas d'État, les humains ils étaient debout, ils avaient une fierté, une autonomie étonnante pour nous qui avons complètement intériorisé, enfin moi j'ai complètement intériorisé la soumission pour organiser au nom de la paix sociale, du fait que les forts n'écrasent pas les riches, il nous faut une puissance publique qui s'impose aux forts et qui protège les faibles. Et moi j'ai complètement intériorisé ma démission, et j'imagine bien sûr moi de recevoir un ordre ou d'en donner si je suis en situation de le faire. Et je m'aperçois que dans les sociétés primitives, on ne vote pas ces lois, on discute, et si quelqu'un n'est pas d'accord, avec sa dignité d'humain, il n'est pas d'accord, eh bien, il nous bloque tous dans notre décision publique, parce que c'est très problématique qu'un humain ne soit pas d'accord. On n'arrive pas à se comporter comme un organisme unanime vers une décision, et donc il faut qu'on discute avec lui pour voir où est le désaccord, et puis arriver à bout de ce désaccord, donc rapprocher les points de vue, faire un effort collectif, et puis lui aussi va en faire de son côté. Alors c'est plus long. Et ce qui est très étonnant, c'est que les sociétés humaines, sans État, prennent le temps de ce qui nous paraît aujourd'hui le truc le plus difficile, atteindre l'unanimité. Enfin, moi j'avais compris que la majorité, c'était une procédure qui nous permettait, c'était un pis-aller, tout le monde souhaiterait l'unanimité, mais prenant acte que c'est compliqué, que nous n'y arrivons pas, la majorité, ça va nous permettre de prendre des décisions plus rapidement. Et bien les humains, c'est ce que nous apprennent les anthropologues, les humains en général font ce choix-là. Sauf ceux qui sont armés. Et c'est là qu'on vote, c'est quand vous avez des sociétés de soldats,
Alors là, ils savent que s'ils commencent à se friter comme ils sont armés, ça va se transformer en mort, en pagaille, et plutôt que mourir, bon, bah, ils se comptent, et puis celui qui est le plus nombreux, le groupe le plus nombreux, bon, on l'emporte, de toute façon, on est armé, donc ça... Mais c'est seulement dans les sociétés armées, et Athènes était dans ce cas-là, qu'on vote. Et donc la démocratie, c'est pas le vote, c'est le vote dans les sociétés armées. Or, nous sommes des armées. Donc il y a un truc qu'il faut qu'on remette à plat, faut qu'on réfléchisse à ça dans les termes. Alors oui, c'est vrai, oui, excusez-moi, je vais faire des détails, c'est que je suis souvent armé jusqu'aux dents, si j'ai bien compris. Peut-être l'explication du fait qu'on leur fout la paix. Mais quand on parle de ça en France, c'est très mal vu, c'est très très politiquement incorrect. On va bientôt être catalogué facho, enfin brut épaisse, quoi, le gars qui parti, qui veut. Alors que ça se défend quand même. Hein, le politique sans être armé, ça paraît assez compliqué. Donc alors, sur la démocratie, il y a un an, j'aurais dit la démocratie, c'est un peuple qui vote lui-même ses lois. Et puis aujourd'hui, je dirais plus ça, c'est un peuple qui... alors un peuple, c'est un groupe d'humains, une multitude, avant d'être un peuple. Et puis au moment où elle décide de vivre ensemble en écrivant, et ça, je l'entends pas dire, et ça paraît important, c'est-à-dire que nous devenons peuple. Le peuple, c'est... Antoine en parle dans son bouquin assez souvent, et la plupart des penseurs politiques, des politologues le soulignent. L'idée de peuple, c'est un mythe, c'est une vue de l'esprit très utile qui nous aide à... Parce qu'on sait que c'est un mythe, mais on joue le jeu, quoi, pour pacifier nos sociétés. On fait comme si on était une grande famille, quoi. Mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Mais quand même, il me semble qu'une multitude a plus de chances de devenir quelque chose qui ressemble à un peuple, c'est-à-dire une grande famille, dans le cadre d'un processus constituant digne de ce nom. Or, nous n'avons jamais vécu ça. Un processus constituant, il a toujours, enfin de ceux que je connais, ils ont toujours été dévoyés, ils ont toujours été captés par les élus. C'est-à-dire des gens qui se prennent pour les meilleurs, et puis qui se prennent pour les meilleurs soit parce que dès le départ ils se prenaient pour les meilleurs, soit l'élection. Une procédure complètement perverse en fait, parce là aussi c'est quelque chose qu'on a intériorisé, qu'on respecte comme une vache sacrée, l'élection c'est la démocratie, pas du tout. Non seulement c'est pas la démocratie, mais en plus, donc c'est antidémocratique, mais c'est pire que ça. Là j'en suis en ce moment à me dire que l'élection fabrique des monstres. C'est une provocation, mais ça fabrique des gens qui sont portés au-dessus des autres, parce que la définition de l'élection, elle est très aristocratique, elle consiste à dire, parmi ceux qui se présentent, on va choisir le meilleur, quoi, le meilleur Aristos, on ne va pas choisir le pire. L'élection, oui, je crois qu'on peut discuter de là-dessus, mais enfin, il me semble que l'élection consiste à choisir le meilleur, et donc elle est aristocratique. Et quand vous choisissez le meilleur, donc vous hissez quelqu'un au-dessus, et même s'il n'était pas candidat, le fait de l'élire le met dans une position supérieure par rapport au reste du corps social, et ça, je crois que ça le transforme. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression, enfin, tout se passe comme si ça les transformait. Ces gens-là sont, par une procédure donnée, le tirage au sort ne fait pas ça. Hein. Le tirage au sort ne monte pas au-dessus de nous, les gens qui sont désignés, ça les laisse à notre niveau. C'est pour ça que le tirage au sort fait des serviteurs, qui vont nous rendre les services, hein, qui vont nous représenter, mais en cherchant à savoir ce qu'on veut, et en respectant notre volonté plutôt qu'en nous imposant la leur, alors que l'élection, par construction, je ne sais même pas les gens qui sont mauvais, hein, encore que, je crois que depuis Platon, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, qui sont particulièrement dangereux. Mais bon, admettons qu'il y a quand même des gens qui veulent le pouvoir pour le bien et qui sont animés de bonnes intentions, je sais bien que ça existe, mais même ceux-là, par le mécanisme de l'élection, j'ai l'impression qu'ils sont mis au-dessus de nous et qu'après ça, ils se sentent supérieurs et ils se comportent comme des supérieurs et progressivement, ça devient des maîtres. Et puis après ça doit être tellement agréable, c'est comme de la drogue, à force d'avoir des doses, d'être les maîtres et d'être ceux qui décident, ils se mettent à y prendre goût et après ça, ils font des pieds et des mains pour que ça recommence. Et notamment, écrire la Constitution, ce qui est la pire sottise de l'espèce humaine, je crois. Enfin bon, c'est une erreur d'enfance, quoi. Pour l'instant, dans l'enfance de l'humanité, nous avons appris à obéir avec des États, et nous avons appris à démissionner du processus constituant, à élire des maîtres et à ne pas voter nous-mêmes les lois. Mais c'est pas fini, hein. Je pense que après 200 ans d'échec du suffrage universel, après 200 ans de gouvernement des riches par les riches pour les riches, parce que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, mécaniquement, il n'y a pratiquement pas d'exception. Il y a quelques exceptions en Amérique latine, de temps en temps, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, le pouvoir est à vendre grâce
sous suffrage universel, qui consiste à désigner des maîtres. Après 200 ans d'échecs, il me semble que les humains, là, surtout avec l'Internet et notre hyperconnexion, sont capables de prendre conscience de l'échec du gouvernement représentatif par rapport à l'intérêt général, hein, parce que pour les riches, c'est cocagne. Hein. Là, il n'y a pas d'échec, c'est la réussite totale. Le gouvernement représentatif pour l'hyperclasse, c'est la totale. C'est le goinfrage à tous les niveaux. Tu peux voler, tu peux piller, tu ne seras pas puni, tu vas même arriver au gouvernement au lieu d'être en prison. Non, c'est top. Le gouvernement représentatif pour les ultra-riches, c'est cocagne, réussite. Mais pour nous, pour les autres, les travailleurs, c'est travaux forcés à perpétuité, bas salaire, difficulté à vivre, monnaie lamentable. Je ne sais pas si on va ouvrir. On ouvrira peut-être un chapitre sur la monnaie, mais le type de monnaie que nous utilisons, c'est le même que celui qu'utilise l'hyperclasse et qui crée cette monnaie. Les banquiers créent cette monnaie privée, rare, chère, gardant de la valeur, c'est-à-dire nous incitant tous, même si on est gentil, nous incitant à faire d'État, parce que comme elle garde la valeur, ça vaut le coup de la garder et de l'épargner. Et parce qu'on est comme tous les animaux, on réfléchit un petit peu et on a peur de manquer plus tard, donc on fait d'État pour être à l'abri. Mais quand on fait d'État avec une monnaie rare, ça manque aux autres. Hein, la monnaie que vous avez mis de côté, elle manque aux autres. Et comme ceux qui ont le contrôle de la monnaie sont précisément les mêmes qui sont les ultra-riches qui contrôlent le pouvoir politique, ben, ils nous tiennent avec une monnaie qui nous rend cruels, qui nous rend cupides, qui fait qu'on se tape les uns sur les autres pour survivre simplement. Mais on pourrait très bien avoir une autre monnaie, une monnaie qui ne serait pas écrite, qui ne serait pas produite, qui ne serait pas contrôlée, qui ne serait pas rendue rare par une rareté non nécessaire par les hyperclasses, mais ce serait une monnaie citoyenne, une monnaie à but collectif, à intérêt général, et donc une monnaie qui serait publique, évidemment, sous notre contrôle. Pas sous le contrôle de l'État, sous un contrôle citoyen, des assemblées de ça, on en parlera peut-être. Donc une monnaie qui serait publique, qui serait abondante, qui en aurait assez pour tout le monde, et puis elle serait fondante pour qu'elle nous brûle les doigts, pour qu'on soit incité, qu'on soit désincité à en faire d'État. Et donc elle circulerait, et donc elle manquerait à personne. On n'aurait plus de chômage avec ces systèmes-là, on aurait un chômage frictionnel, mais si nous avons du chômage, c'est parce que franchement, je ne développe pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est un point central de l'organisation des sociétés, et on le réglera que si on reprend le contrôle de la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu politique couplé entre l'exercice de la démocratie des procédures qu'on utilisera et la souveraineté monétaire sans laquelle il n'y a pas de souveraineté politique. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé sur la souveraineté et le droit politique. J'aurais bien voulu parler avec Antoine de la subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire la subsidiarité? C'est un point sur lequel on avait commencé à discuter la dernière fois, on n'avait pas poussé le bouchon assez loin. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites, comment vous avez fait pour décider qu'est-ce qu'on décide dans les cantons et qu'est-ce qu'on décide au niveau fédéral. Et qui décide ça? Est-ce que c'est les cantons qui décident? Bon, on veut faire de la politique, donc on va faire un corps social, on va se mettre ensemble à petite échelle. Et puis on décide que l'école, les impôts, une série de sujets, je délègue pas. Moi, corps social, on décide et puis c'est pas nos représentants qui vont voter les lois, c'est nous-mêmes, hein, si j'ai bien compris, dans les cantons qui n'avons pas de conseils municipaux et votons directement nos lois. Mais est-ce que c'est comme ça, donc au niveau du canton, qu'on décide de notre souveraineté sujet par sujet, et ensuite on délègue, et donc on décide de la subsidiarité en décidant que, je sais pas, sur les voies ferrées, l'électricité, l'arme nucléaire, tout ça, encore, il va falloir déléguer au niveau de la fédération, nucléaire ou autre, on s'en fout, enfin bon, l'armée. Ou bien est-ce que vous avez fait ça de haut en bas avec une fédération et des gens suffisamment éclairés pour accorder au canton beaucoup de pouvoir? Ça s'est passé comment? Et si tu observes comme moi que vous êtes en train de le perdre, comment vous allez faire, comment vous imaginez de le récupérer? Est-ce que vous allez le récupérer par le bas ou par le haut? Bon, tiens, c'est parti, à toi. Peut-être il y a une question dans la salle. C'était plusieurs remarques. On peut faire une discussion à trois s'ils veulent. Bon, juste une remarque. Vous pouvez dire vos prénoms quand vous commencez tout ça? Oui, mon prénom est François. Donc au sujet de la monnaie, on a une initiative fédérale pour une monnaie pleine. Vous pouvez la signer, vous avez le formulaire ici. Et c'est justement une monnaie qui va dans le sens de Étienne, une monnaie qui appartient au peuple, qui ne soit plus le privilège, parce qu'actuellement la monnaie est créée par les banques privées pour leur poche et leur bonus.
Et nous, on demande une monnaie qui soit faite pour le peuple suisse, qui soit une monnaie pleine, à 100% pour le bien du peuple suisse. Donc si jamais vous avez des formulaires ici, je peux vous en fournir plusieurs. C'était juste une remarque. Donc moi c'est aussi François, ça va pas être pratique. Il y avait plusieurs choses qui m'ont frappé dans cette intervention. Sur la question de la monnaie aussi déjà ça, mais pourquoi nécessairement avoir une autre monnaie? Pourquoi ne pas se passer de monnaie en fait? Finalement, pourquoi ne pas se passer d'échanges marchands et ne pas fonder une société sur le principe du chacun travaille comme il peut, chacun prend ce qu'il lui faut? Enfin voilà, finalement, comme ça on n'aurait certainement pas de riches, on ne pourrait rien mettre de côté. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais moi j'ai juste une question. Vous vous enthousiasmez par exemple sur les sociétés que vous appelez primitives. Alors bon, moi, pour avoir un peu étudié l'anthropologie, ça me pose quelques problèmes parce que ça suppose une hiérarchisation des sociétés, etc. Enfin, primitive, ça renvoie à des sociétés qui n'ont pas encore atteint un certain stade de développement que nous on aurait atteint. Ce qui, à mon sens, est problématique, parce qu'elles sont sur Terre depuis autant longtemps que nous, quelque part. Mais enfin... le fait est que pour pouvoir des décisions qui se prennent au consensus, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'au fin fond de la forêt amazonienne. Il suffit de regarder, par exemple, dans la ville de Lausanne, des squats où les décisions essaient de se prendre au consensus. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que si on est un tout petit peu attentif à la dynamique d'une discussion qui va se prendre au consensus, c'est qu'il y a aussi tout un tas de rapports de classe, de genre, qui vont structurer les discussions et les prises de décision, que finalement le consensus ne parviendra pas à gommer et ne parviendra pas à faire que les décisions ne se prennent pas finalement dans le sens de la structure inégalitaire qui préexiste à la discussion. Et d'ailleurs, si on devait organiser le débat public sur le mode du consensus, moi je serais curieux de voir jusqu'à quand il faudra discuter pour que les riches acceptent de lâcher les capitaux, les entreprises et nous délèguent le contrôle. Il y aura toujours de la résistance. Donc, même si c'est un système qui peut être très intéressant pour imaginer une refondation de quelque chose de nouveau, moi ce qui me manque dans ce discours, c'est de savoir comment on arrive à ce point zéro à partir duquel on peut se dire ok, là maintenant on essaye de discuter comment on se met ensemble. Parce que faire du consensus maintenant pour espérer changer, arracher le pouvoir aux riches, ça va rien donner. Donc moi c'est un peu ça qui me manque dans ce discours. J'ai un petit peu l'impression quelque part qu'on fait du Rousseau, où on se rend compte que le problème fondamental c'est la propriété, mais on écrit le contrat social au lieu d'écrire le capital. Enfin, moi le dis très vite ou très mal. Sur ce point, j'ai une petite anecdote amusante, puisque moi aussi je suis plutôt opposé au système de prise de décision à l'unanimité ou par consensus, et Greber est intéressant, mais je suis en désaccord avec lui. C'est un petit groupe anarchiste, parce que c'est plutôt qui fonctionne comme ça, qui voulait organiser une manifestation de protestation contre le forum de Davos. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le moyen de transport pour y aller, entre la bagnole et le train, et finalement ils n'y sont pas allés. Et ça montre exactement ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que quand tu es dans une société qui ne t'appartient pas complètement, parce que le forum de Davos évidemment n'est pas organisé par les anarchistes, ça serait peut-être l'ancien mais pas l'actuel, tu es pris dans des problèmes de temporalité. Il y a des événements qui vont se produire et tu dois prendre une décision avant. Et je pense même que le problème n'est pas seulement limité à une société qui n'est pas pleinement démocratique, mais le problème se pose aussi quand tu es face à d'autres sociétés. Et ça, c'est l'exemple athénien qui nous l'apprend. Il y a des décisions qu'il faut prendre en urgence. Une décision à prendre en urgence, on ne peut pas la prendre par consensus. Ça, c'est tout à fait évident. On doit la prendre à la majorité. Parce qu'il faut avoir le système le plus efficace pour prendre une décision qui soit légitime et que les gens reconnaissent comme légitime. Mais Greber ajoute, et a raison, qu'en effet c'est une démocratie armée. C'est lui, je crois, qui reprend l'exemple des Athéniens qui venaient armés à l'Assemblée, ce qui est aussi le cas de la Suisse d'ailleurs. Dans le canton d'Appenzell, on votait, je ne sais pas si c'est le cas encore, ça ne doit plus être le cas parce que les femmes en font partie maintenant, mais on votait avec sa baïonnette. Donc on exhibait son arme militaire pour voter. Et c'est quelque chose qui est un résidu de pensée républicaine, ça c'est quelque chose de très clair, mais qui en même temps fait quand même référence à cette idée que le citoyen est soldat et donc a les moyens de se défendre lui-même.
Vous connaissez peut-être la phrase de Machiavel dans Le Prince qui disait « Les Suisses sont très armés et très libres ». Et en effet, c'est quelque chose qui est resté en Suisse. Mais au-delà de la question de la population armée, je pense que les Athéniens, comme d'autres situations historiques, ont une conception, alors on appelle ça un terme un peu technique, mais une conception agonistique de la démocratie. La politique, elle se fait par l'opposition, elle ne se fait pas par le consensus. Alors, on a des exemples où la politique faite par opposition ne se passe pas très bien, parce qu'on finit par se casser la figure, ça peut finir en guerre civile, d'ailleurs ça a fini en guerre civile certaines fois à peine. Mais il y a aussi des exemples où l'opposition permet justement de construire des positions politiques qui sont, construire un désaccord, expliciter un désaccord, parce que tous les désaccords ne sont pas de faux désaccords, d'une certaine manière. On n'est pas simplement en train de faire un débat purement rhétorique, mais il y a des divergences, il y a des différences, ça peut être une différence sociale, ça peut être des différences territoriales, ça peut être, on peut imaginer une série de choses. Et le fait d'avoir une forme d'opposition permet aussi d'organiser, c'est un point très important à faire, d'organiser le débat public. Dans l'Assemblée, on a des positions opposées qui s'expriment. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un qui essaye de jouer la gerbe à la fin en disant « je vais mettre tout le monde d'accord avec ma proposition ». Non, au contraire, on force un peu le désaccord en disant « moi je demande de voter là-dessus et l'autre demande de voter sur quelque chose d'autre ». C'est d'ailleurs ce qu'a coûté, selon en tout cas la légende, ce qu'a coûté la vie à Socrate. Parce que le procès de Socrate, vous savez que la Cour ne pouvait pas prendre n'importe quelle décision, elle devait prendre une décision. La décision proposée par l'une ou l'autre des parties, donc les accusateurs voulaient la mort de Socrate, et Socrate a dit qu'il voulait, si je me souviens bien, c'est des vieux souvenirs, une place dans le temple, je ne sais pas quoi, en étant nourri, logé jusqu'à la fin de ses jours de manière très luxueuse. Et donc il a forcé la Cour à prendre position entre ces deux alternatives. Donc précisément en forçant l'opposition. Là c'est un exemple qui va plutôt évidemment dans l'autre sens, et on n'a pas cherché le consensus, mais au contraire on s'est construit sur une opposition maximale. Sur les populations, alors soit extra-européennes, soit sur le Moyen-Âge européen, effectivement Francis Dupuy-Derry vient de publier un gros bouquin qui est en fait sa thèse où il rappelle que les communautés politiques du Moyen-Âge et des temps modernes, une bonne partie de l'Europe fonctionnait de manière extrêmement démocratique. Participation des femmes dans un nombre tout à fait intéressant de cas, assemblée de village, on décide des différentes affaires communes, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, et où on voit le tirage au sort, je l'utilisais assez fréquemment. Et il y a des historiens qui ne parlent pas de démocratie parce qu'ils n'y voient pas de vote. Ils ne voient pas d'élection. Alors que voilà, on n'a pas besoin de ça pour parler de démocratie. Tout à fait. Donc on a l'exemple du Derry, il y a des exemples en Suisse d'ailleurs qu'on peut retrouver avec des usages de tirage au sort, et puis sur les anthropologues, il y a l'exemple de Pierre Clastres, voilà, la société contre l'État, mais avec des problèmes. Il faut lire ce que Castoriadis a écrit sur Clastres en disant attention, la société de Pierre Clastres, c'est aussi une société, on connaît l'exemple des Guayaki qui se faisaient tatouer la loi sociale sur le corps, sur des séances de torture, parce qu'on qualifierait aujourd'hui de séance de torture, parce que c'est un tatouage à la braise, enfin, sur le corps. Il faut attention. C'est le consensus. Ça c'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours une réticence face au consensus, c'est que le consensus suppose une norme sociale extrêmement forte. Et il faut qu'on ait, d'une certaine manière, la cité ou la tribu rivée dans ces représentations mentales, ce que la démocratie athénienne considérait avec beaucoup plus de souplesse. Et avec cette conception de la liberté qui, déjà à Athènes, est une liberté à la fois collective et individuelle. La notion de liberté individuelle dans les sociétés de classe ou dans les sociétés que Gréber n'existe pas. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors qu'Athènes, elle a un sens. Le fait de pouvoir se balader tout nu sur l'agora, c'est quelque chose qui est reconnu. Alors c'est des gens un peu, exactement, ils disent quelque chose de choquant, de dire quelque chose qu'on est le seul à dire. Ça, c'est le bouquin de Castoriadis dont tu parles, sur Castoriadis, tu te souviens du... Si je me souviens bien, ça doit être l'entretien qu'il avait donné à une toute petite revue de Caen qui s'appelle L'Antimythe, dans les années 70, je sais pas. Mais on peut le trouver, c'est peut-être dans une société à la dérive. Sur la monnaie, alors bon, il y a l'initiative en effet que je n'ai pas encore regardé. Il y a deux éléments de réflexion sur la monnaie qui pourraient m'intéresser. Il y a des réflexions très intéressantes d'André Gortz sur la question de la monnaie, où il proposait une seconde monnaie
non thésaurisable. C'est-à-dire on en aurait tout le monde aurait la même quantité par mois, et à la fin du mois, il ne vaut plus rien. Ce qu'on a reçu au début du mois ne vaut plus rien. Donc c'est une manière de ne pas pouvoir amasser des tas d'argent. C'est la seule comme ça, les euros d'échange. Exactement. Et l'autre chose qui, alors moi, est en train de m'intéresser, parce que je vais faire un séminaire sur le populisme avec mes étudiants, la question de la monnaie est souvent très présente dans les mouvements populistes, et en particulier aux États-Unis. Le mouvement populiste américain qui apparaît dans le dernier quart du 19e siècle se construit en grande partie sur la question de la monnaie, et à l'époque, contre le standard or. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la quantité de monnaie soit limitée par la quantité d'or, précisément, et c'est ce qu'on appelle des silverite, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à la monnaie argent, qui n'est pas arrimée à l'or. Il y a toute une série de réflexions à ce moment-là qui vont relativement loin et qui, d'une certaine manière, anticipent certaines évolutions, parce que le standard or sera abandonné. Fin 19e, début 20e. Exactement. Sur la subsidiarité, bon là je pense que tous les Suisses pourraient répondre, c'est quelque chose de relativement clair en Suisse. Bon, l'État fédéral s'est construit par le bas en Suisse, contrairement à d'autres exemples, et donc toutes les compétences ont été transférées au niveau fédéral, alors qu'elles appartenaient en France au niveau cantonal. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on appelle en droit constitutionnel la compétence de la compétence, revient au canton. Quand une nouvelle compétence apparaît, on a vu l'exemple des questions environnementales des années 70, 80, elles revenaient au canton par défaut, et non, alors ils les ont transférées à la fédération, mais par une décision explicite. C'est-à-dire les cantons se sont mis d'accord que les questions environnementales, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, parce que les questions environnementales sont sans doute d'espace un peu plus important qu'un seul canton, ont été transférées à la Confédération. Et encore aujourd'hui, la compétence de la compétence est pensée par les Suisses dans les cantons. Dans les cantons. Et la compétence résiduelle revient au canton. C'est le contraire d'Europe. C'est le contraire en Europe. Non mais l'Europe c'est démophobe au possible. C'est une construction fasciste, enfin, antidémocratique, diable. Elle est pensée par Walter Steinmeier. Juste, je suis en train de découvrir, enfin, ça fait quelques semaines, quelques mois, que l'Union européenne a été dirigée, vous savez qu'il y a la Commission européenne qui a un président, et que le premier président de la Commission européenne, pendant 9 ans, presque 10 ans, s'appelait Walter Hallstein, H-A-2-L-S-T-E-I-N. Walter Hallstein, président de la Commission européenne pendant 10 ans. Ce gars-là était un haut dignitaire nazi qui avait, à la demande d'Hitler en personne avant-guerre, Hitler lui a demandé un plan pour une nouvelle Europe. Donc, vous pouvez s'imaginer que ce n'était pas un plan démocratique, donc un plan de tyrannie européenne, et que Walter Hallstein a pondu pour Hitler, lui a rendu pendant la guerre, lui a rendu son projet pour une nouvelle Europe. Et c'est le même bonhomme, donc après la guerre, ce gars-là n'a pas été puni du tout, il s'est retrouvé dans les instances qui ont réfléchi, qui ont été très rapidement mobilisées pour penser, bon, Hitler ça n'a pas marché, on va faire autre chose, on va le faire autrement. Et il s'est mis à penser, et il a fait partie des instances qui ont généré le traité de Rome. Il était derrière son patron allemand quand ils ont signé le traité de Rome, et ça a été le premier président. Donc moi, il me semble que c'est pas un détail, enfin c'est peut-être une coïncidence, et finalement on s'en fiche, c'est pas très grave, mais moi il me semble que ça corrobore, ça confirme toutes sortes d'autres caractéristiques de l'Union européenne que je trouve chauvagènes, fabriquées pour que nous ayons toujours des bas salaires, que notre impuissance politique soit redouble, et soit redoublée, soit augmentée. Je trouve que les humains comptent pour rien politiquement dans l'Union européenne, qu'on nous amuse avec des couillonnades, un Parlement qui règle la taille des filets et puis qui est incapable, qui est dessaisi de tous les sujets importants, comme par exemple la couverture sociale ou la plus grande partie des assurances sociales. C'est incroyable, le Parlement est dessaisi. Il y a toute une série de sujets non listés, parce que ça ne doit pas nous intéresser probablement. Des sujets essentiels comme la concurrence, le marché intérieur, les bricoles, quoi, qui sont mis en dehors du Parlement. Et le Parlement, c'est qu'il est co-législateur. Pardon, je ne parle pas sur l'Union européenne parce que c'est trop long, j'ai trop de choses à reprocher. Mais voilà, mais ne rentrez pas là-dedans, c'est un piège à rats, un piège. Il ne se gêne pas pour traiter les populistes de fascistes, mais en fait, c'est celui qui dit qu'il y est. Parce que vraiment, le système de l'Union européenne est un projet démophobe et antidémocratique. C'est juste une parenthèse. Sur la subsidiarité, donc,
Tu pourrais me confirmer ou affirmer que l'impression, le trend, la tendance sur la Suisse, c'est plutôt que vous êtes en train de la perdre et que du même coup, ça nous fait une cause commune avec nous qui ne l'avons pas du tout, qui ne l'avons jamais eu, et qui essayons de l'instituer. Je prétends que nous ne l'aurons que si nous l'instituons nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers constituants un peu partout pour écrire nous-mêmes, nous entraîner à écrire nous-mêmes notre contrat social et comment on désigne nos acteurs, comment on les contrôle, comment on garde la main, comment va fonctionner l'initiative populaire, avec quel seuil tout petit, voire une personne pourra déclencher. Enfin bon, je ne développe pas là-dessus, mais je prétends que nous devrions écrire nous-mêmes notre contrat social. Est-ce que c'est pas une cause commune avec les Suisses? Est-ce que les Suisses ne devraient pas eux aussi s'entraîner à faire des ateliers constituants pour changer le trend et ne pas perdre le peu qu'ils ont déjà? Parce que, à mon avis, c'est un petit aller le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que pendant qu'on vous viole, comme nous, tous les jours, par décret, par des micro-décisions quotidiennes qui vous font régresser sur tous les plans, effectivement, vous pouvez résister sur les plus gros sujets grâce au référendum, parce que sur un gros sujet, on se mobilise et on arrête la régression. Mais vous continuez quand même à vous faire, à mon avis, vous allez me contredire peut-être, mais vous vous faites probablement violer par vos élites, comme nous. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une vraie cause commune à faire des ateliers constituants aussi en Suisse, des ateliers constituants populaires pour devenir adulte, parce qu'enfin on le veut? Sur la dégradation de la démocratie directe, il y a un certain nombre d'éléments et d'évolutions qui sont un peu inquiétantes. L'avantage, disons, c'est que les outils ne peuvent être transformés que par vote populaire, puisque les éléments fondamentaux, en réalité, se trouvent dans la Constitution. Donc, toute proposition de modification, de toute manière, passera en vote. Et si les modifications sont trop lourdes, disons, elles ne seront sans doute pas acceptées. Mais il y a en effet une campagne assez claire pour essayer de mettre en avant les limites plutôt que le contenu des initiatives populaires actuellement. Par l'Union européenne, ils ne pourraient pas vous voler ce... Alors, bon, ça c'est un des débats qui est compliqué. Sur le droit supérieur, bon, le droit supérieur, c'est pas celui de l'Union européenne actuellement, c'est celui de la Cour européenne des droits de l'homme, donc, qui est lié au Conseil de l'Europe, auquel la Suisse est membre. C'est un argument qui est utilisé, mais qui en même temps n'est pas un argument juridique absolu, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a pas eu de ratification populaire de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qu'on pourrait demander, et deuxièmement, parce que tous les États du Conseil de l'Europe se sont condamnés assez régulièrement par la Convention des droits de l'homme, avec des conséquences plus ou moins importantes. La France se fait condamner sans arrêt, l'Allemagne aussi, la Suisse, l'Italie. Et disons que si les pays refusent de mettre en œuvre les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, les conséquences sont limitées puisque cette Cour n'a pas de moyens d'exécution en fait, de ces décisions. Voilà, si c'était particulièrement grave, le pays serait éjecté sans doute de la Convention, mais ça n'est encore pas arrivé pour la Suisse. Mais en revanche, il y a des attaques à l'intérieur de la Suisse, relativement concertées sur cette question du contenu. On a d'ailleurs entendu, on a appris, disons, que la chancellerie fédérale, j'en ai parlé tout à l'heure, avait lancé un groupe de réflexion pour la réforme des droits populaires. Qui était secret. Alors voilà, semi-secret, c'est un truc un petit peu bizarre. Mais dont les propositions sont en fait tout à fait banales, des droits populaires, donc référendum, initiative, etc. Les propositions qui ont été faites étaient des propositions d'augmentation du nombre de signatures, de limitation, enfin d'obligation du respect du droit supérieur, de sacralisation du titre 2 de la Constitution fédérale, c'est-à-dire de la liste des droits fondamentaux, enfin le genre de choses qu'on entend depuis longtemps, mais encore une fois, toutes ces propositions devraient de toute manière passer en vote populaire, et pour la plupart d'entre elles, je pense qu'elles seraient refusées. Donc là-dessus, il y a une protection d'une certaine manière. Sinon, il est tout à fait évident que la plupart des actes, à la fois législatifs et gouvernementaux en Suisse, comme dans tous les autres pays, se font via le gouvernement ou le Parlement. Vous avez aussi un pouvoir réglementaire. Enfin, vous savez, nous, on a, juste
pouvoir. Ça c'est important parce que on ne sait pas ça en France, on l'apprend au droit, mais sans apprendre que c'est félon. Nous avons en France un pouvoir législatif et un pouvoir réglementaire. Je pense que vous avez la même chose. Je pense que c'est la même chose dans tous les pays, parce que l'argument du pouvoir réglementaire, c'est donner à l'exécutif, qui a le contrôle de l'armée et de la police, lui donner en plus le pouvoir, un pouvoir législatif, c'est très dangereux, puisque c'est la confusion des pouvoirs, c'est ce qu'on essaie d'éviter dans tous les pays. Mais on accepte, enfin on prétend qu'il faut le faire dans tous les pays en disant que on ne va pas faire au gouvernement, on ne va pas faire au Parlement toutes les lois sur des plus petits détails, on va laisser au gouvernement un peu de latitude pour régler les modalités pratiques, dit-on, les modalités pratiques des lois. Et en fait, ça donne un pouvoir réglementaire qui, alors l'exécutif ayant une tendance universelle à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir de tout contrôle et à affermir son pouvoir et à avoir de plus en plus de pouvoir, on voit des pouvoirs réglementaires qui deviennent considérables. Et nous, en France, c'est terrible parce que c'est De Gaulle, donc l'exécutif qui fait écrire lui-même sa constitution pour lui-même sur mesure, et donc on a un pouvoir réglementaire terrible. Nous, en France, la loi a une série de domaines qui sont limités, donc c'est lui, le législateur voit son domaine de souveraineté limité, donc il y a une liste qui est limitative, et tout le reste, donc l'universalité de tout le reste, c'est le pouvoir réglementaire. C'est extravagant. Donc, pour nous, la confusion des pouvoirs en France est totale. Le gouvernement a un pouvoir législatif considérable, hein. Il y a la moitié du code du travail, c'est des règlements, donc c'est le gouvernement qui écrit lui-même les règles. Est-ce que vous avez l'équivalent en Suisse, ou est-ce que le pouvoir réglementaire, j'imagine que vous en avez un, mais est-ce qu'il est, vous arrivez à le contenir à quelque chose de plus réduit et moins dangereux? Alors, le phénomène en Suisse qui est très étrange, c'est que la séparation des pouvoirs, alors que théoriquement elle devrait être plus faible que dans d'autres pays, puisqu'on a la même coalition au gouvernement et au Parlement depuis très longtemps, en réalité la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif fonctionne mieux qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle du Parlement sur le gouvernement qui est assez fort. Et il arrive très fréquemment que les lois qui sont écrites par l'administration, puis ensuite qui passent par le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, soient transformées, et parfois transformées de manière assez significative au Parlement. Par la même coalition, c'est-à-dire on a des personnes qui sont dans les mêmes partis politiques, qui sont contre donc le représentant au gouvernement. Ça c'est un phénomène qui est intéressant. Vous n'avez pas la loi qui s'occupe d'un domaine et le règlement qui s'occupe d'un autre. Non, en Suisse, ce qui se passe, c'est qu'on a des lois et des arrêtés, ce qu'on appelle des arrêtés fédéraux, mais qui, alors là, s'il y a des juristes dans la salle, ils pourront me donner une réponse plus précise. Ils doivent passer au Parlement sauf erreur, ils peuvent être urgents, donc ils sont contrôlés par le Parlement par la suite, si je me souviens bien. Il y a une procédure pour ça. C'est-à-dire que vous avez des commissions législatives qui étudient et qui passent du Conseil des États au Conseil national, et il y a tout un ping-pong qui donne le temps de la réflexion et de rajouter, de discuter. Bien sûr, on en revient toujours après aux lobbies qui peuvent influencer, mais si les lobbies n'influencent pas, il y a vraiment une liberté de discuter les lois à fond. Hein, voilà. Oui, en commission. Les procédures en commission sont sérieuses à l'intérieur d'un système parlementaire. De ce point de vue-là, la Suisse ressemble beaucoup aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, le président a l'interdiction de présenter une loi. Voilà. C'est forcément un parlementaire, soit de la Chambre des représentants, soit du Sénat, qui doit présenter une loi qui ensuite est discutée en commission, qui peut être là aussi. En plus, dans les commissions législatives, vous avez toutes sortes de représentants de partis différents. Hein. C'est pas. C'est proportionnel. C'est proportionnel selon la composition de l'Assemblée fédérale avec un quorum, comme dans les cantons. Sur la procédure de consultation, effectivement, deux mots. Donc, les lois, une fois qu'elles sont rédigées, elles vont être envoyées à n'importe qui, n'importe quel citoyen peut répondre à une procédure de consultation. Pour être clair, on n'écoute sérieusement que les réponses des corps constitués, donc évidemment les syndicats patronaux, syndicats au sens normal du terme, grandes associations, etc. Les cantons aussi qui répondent toujours sur les procédures de consultation. Donc il y a un retour. Il y a un retour qui est pris au sérieux pour une raison très simple, c'est que ces grandes associations, organisations ou les cantons peuvent lancer un référendum. Donc il y a un vrai risque, évidemment. Il y a un vrai risque, évidemment, de passer en force en disant on s'en fout, les cantons ne sont pas d'accord, on passe tout droit, et les cantons, en plus, n'ont même pas besoin de rassembler des signatures, il suffit que 8 cantons le décident pour qu'un référendum soit lancé. Ça arrive qu'une seule fois. Théoriquement, ça peut arriver. Et ça arrive sans doute rarement, parce que les positions des cantons sont entendues au niveau fédéral. Mais vous pouvez lancer un référendum.
à propos de la confusion du pouvoir, chez vous le système est certes beaucoup moins pire. Attendez le micro, mais c'est juste, ça sera vraiment mieux pour ceux qui sont pas là. Juste un bémol, c'est un trend que le secteur a constaté ces dernières années. On a certes la séparation du pouvoir qui est mieux faite dans notre pays, mais lorsque le Parlement, le législatif propose des lois, après des procédures de consultation, ce sont les services de l'exécutif qui sont chargés de rédiger les lois, ensuite les règlements, et c'est là qu'il y a un travail souvent de ça qui est fait, et d'édulcoration des lois, et l'exécutif reprend son pouvoir à cet endroit-là. Quand il reformule, c'est ça? Quand il reformule, c'est parce que le législatif lui charge de produire une loi, par exemple, s'il y a une initiative parlementaire ou une initiative, et l'exécutif cherche à reprendre à ce moment-là. Dans les ordonnances d'application. Oui, les ordonnances d'application. C'est ça, ce que nous appelons pouvoir réglementaire, c'est l'ordonnance. Pour la loi des droits politiques, en tout cas, il y a un règlement. Pour la loi des droits politiques à Neuchâtel, en tout cas, il y a un texte qui s'appelle le règlement d'exécution, effectivement, donc, qui précise un peu toutes les modalités de comment ça se passe, quoi. Et c'est antérieurement à ça, c'est au niveau de la rédaction de la loi déjà. C'est la validité de sa substance, si j'ai ça l'expérience, j'ai fait ce travail dans une association. Maintenant, très factuellement, j'étais allé regarder, ça c'est des chiffres qui sont disponibles sur Internet. Sur 20 ans, l'Assemblée fédérale fait à peu près 3000 actes législatifs, le peuple vote 140 fois. Donc on est à une démocratie un pays qui est démocratique à 4-5%. Là-dessus, il y a deux. Le chiffre est important à rappeler parce que ça signifie que la Suisse est, comme les autres États européens, un système essentiellement représentatif. Mais il y a deux choses que cette statistique n'arrive pas à prendre en compte. Premièrement, on vote assez régulièrement sur les sujets les plus importants. Il arrive parfois que les sujets importants échappent, soit pour des raisons d'activité parlementaire, c'était le cas notamment de l'accord de libre-échange avec la Chine, où les parlementaires ont explicitement dit que cet accord ne devait pas être soumis au référendum facultatif. Ah ben non, c'était très très étrange. Comment c'est pas étrange? On peut comprendre, mais le débat s'est fait de manière très bizarre en disant non, il faut avancer vite et ça. Donc ça arrive parfois, et aussi arriver que des lois catastrophiques passent comme ça, un peu sans que les partis qui seraient censés s'y opposer le fassent. Le dernier exemple que j'ai en tête, qui m'a concerné tout à fait directement, c'est la loi sur les caisses de pension publiques, puisque la droite du groupe fédéral a demandé une augmentation des fonds propres des caisses un peu techniques, et le référendum n'a pas été lancé. Alors que ça a coûté des milliards à tous les cantons pour rien du tout, parce que ça ne sert strictement à rien d'augmenter le taux de couverture des caisses de pension publiques. Mais voilà, le référendum n'a pas été lancé à ce moment-là. Mais ça, ce sont plutôt des exceptions. On peut, la plupart des grands sujets, et j'ajoute juste le deuxième argument, c'est qu'on peut toujours le faire. Et ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire, on peut lancer un référendum. Non, parce que sur les lois, oui. J'aimerais juste répondre à quelque chose là. Il faut faire une grosse différence entre le droit de faire, c'est-à-dire une autorité supérieure qui dit à tous les citoyens suisses, vous avez le droit de lancer l'initiative. J'ai essayé de le faire pendant 1 an avant de devoir me présenter aux élections complémentaires à Neuchâtel. Qui a le pouvoir de mettre sa vie en parenthèse pendant 18 mois pour aller récolter 100 000 signatures? C'est une question de prix et de temps. Et en plus, on s'engueule entre copains. Hein. En plus. En plus. Non, d'accord. Donc, oui, non, alors, ok. Ça signifie, alors là, c'est une autre dimension, c'est-à-dire que... C'est la dimension factuelle, alors on veut... Le lancement des référendums et des initiatives... Comment on fait factuellement le truc, doit être collectif. Ah, ouais. Ça, on est tout à fait d'accord, sauf, comme je le disais, ça c'est un exemple dont j'ai appris l'existence il y a très peu de temps, ça pourrait intéresser le chef, dans le canton de Zurich, où il y a une initiative individuelle. Et on peut présenter une initiative comme individu, et qui passe ensuite au Parlement, qui doit avoir une minorité, il faut un certain pourcentage au Parlement, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est de l'ordre de 20-25%, et c'est mis au vote. C'est du positif, ça marche en ce moment. Oui, tout à fait. Le canton de Zurich fonctionne comme ça. Le canton de Zurich, il y a une personne qui a déclenché un référendum populaire. Moyennant l'acceptation de la minorité de parlementaires. C'est pas mis au vote au... Ah oui. Ça sert à rien. Minorité de parlementaires, c'est pas un texte qui doit être accepté par la majorité du Parlement. Mais sinon, en effet,
Ça, on est tout à fait d'accord que le droit de référendum et d'initiative en Suisse sont des droits qui doivent être menés de manière collective, de préférence pour que ça soit efficace, enfin que ça aille vite et qu'on soit certain de récolter des signatures par des organisations. Et plus efficace de ce point de vue-là, ce sont les syndicats, évidemment, parce qu'ils ont beaucoup de membres et ils peuvent lancer très rapidement. Le dernier référendum sur l'AVS, sur les retraites, avait été récolté en un week-end. Vous pouvez faire ça quand vous avez des milliers de membres qui récoltent sur les marchés en un week-end. Mais encore une fois, le contraste par rapport aux autres pays est juste béant. Enfin, c'est simplement impossible. Ah oui, on s'est fait violer. Ouais. Sur les retraites, tout à fait. La France a un bon exemple, un bon contre-exemple. La possibilité de lancer ces référendums d'initiative de manière collective a aussi un effet politique. Et je pense que c'est un bon effet politique de devoir constituer un collectif pour lancer un référendum ou une initiative. Maintenant, le débat est posé sur le nombre de signatures. On sait bien qu'en Suisse romande, le nombre de signatures est important ou le délai de récolte est très court. Ce qu'on voit dans le canton de Vaud, à Neuchâtel, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais dans le canton de Vaud, c'est le cas. Et on a d'autres cantons qui fonctionnent mieux de ce point de vue-là. Le canton de Zurich est un exemple. Le nombre de signatures est très faible et le temps de récolte est relativement long. Alors c'est vrai que c'est un droit qui est collectif, il faut se rassembler, simplement, de nouveau factuellement, dans le quotidien du citoyen qui se pose des questions, qui a envie de lancer une initiative, c'est vrai que c'est très facile d'aller lui dire, vas-y, rassemble. On nous apprend pas ça à l'école, on nous donne même pas, quand on va à la chancellerie pour lancer une initiative, on nous donne même pas un papier à stylo, quoi, c'est démerdez-vous, de A jusqu'à Z. Donc le droit d'initiative, il est vraiment... il est théorique, il est extrêmement individuel, et s'il fonctionnait aussi bien comme on essaie de le vendre dans le monde, je l'aurais déjà lancé mon initiative. Bon, sauf s'il y a l'économie suisse derrière. Ouais. Thomas, peut-être je te laisse enchaîner sur ta présentation que tu voulais faire sur le vote blanc. Ouais, et ensuite on passe justement à l'interaction avec le public. D'accord, alors on passe. Et ensuite on vient pas. Je vais essayer d'être très bref. Donc moi je suis très sensible à l'idée qu'un citoyen isolé peut avoir un poids sur la démocratie globale. Donc ton expérience va dans le sens de mon souci. Moi, ce qui me frappe, c'est que toujours, quand on parle de l'initiative, le processus de déclenchement est fondé sur une récolte de signatures. Or, il existe d'autres processus. Donc, par exemple, le citoyen isolé peut faire voter son immeuble. Si là, il gagne, on va faire voter le quartier. Si sur le quartier il gagne, on va faire voter sur la ville. Et à ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin de récolter une signature. C'est-à-dire que l'idée étant d'améliorer ce qui existe pour en extirper les défauts. Voilà. Merci. Alors ça, je trouve que c'est une bonne idée qui rejoint bien la démocratie au niveau local, la démocratie de quartier, quoi. Comment on pourrait s'étendre au niveau national, en grossissant comme ça, c'est démocratie gigonne de coup. Voilà, c'est vrai que c'est aussi l'idée qui m'était venue à la tête. C'est un peu précoce pour la proposer actuellement, je pense. Pour en revenir au vote blanc, c'est une action, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du petit peuple concrètement pour avoir une vraie démocratie, pour que le peuple soit un contre-pouvoir? En tout cas, à Neuchâtel, l'éligibilité est extrêmement simple. Tout ce qu'il m'a fallu, c'est 2 ans pour m'en rendre compte, et ensuite 3 signatures de citoyens, et hop, je suis candidat. Répète-moi ça, je sais pas si... 3 signatures de citoyens à Neuchâtel, donc des résidents dans le canton. Ton père, ta mère, ton frère, oui. C'est à peu près ça, ouais. Et hop, candidat officiel. Donc après, on est relayé par la chancellerie, il y a des médias qui invitent. Ça a donné. Et c'est plus facile de se présenter à une élection que de déclencher l'initiative. Ah ouais. Ah ouais. Alors en fait, moi, tout ce que je voulais, c'était, c'est vrai qu'il y a souvent on me dit, parce que la liste du vote blanc que j'ai présentée a fait 10,7%. C'est beaucoup. C'est énorme. Avec les 3 signatures. Avec voilà, pour être candidat, donc 3 signatures de citoyens. Ensuite, j'ai fait une campagne à 300 balles. J'ai milité dans seulement 2 communes. C'est-à-dire, j'ai distribué des flyers A8, donc tout petits. Les gens, ils ont besoin d'une seule main, ils peuvent le mettre dans la poche. Il n'y a pas de photo, il y a de la suicide dessus, quasiment rien.
dans 2 communes, Valangin et Neuchâtel. Dans ces 2 communes-là, on arrive encore, avec la liste du vote blanc, devant Raymond Cloutier. Et, oui. Est-ce que vous avez en Suisse une bonne culture du vote blanc qui permettrait de comprendre ce résultat étonnant? Parce qu'en France, j'ai l'impression que le vote blanc, comme il est mélangé avec les nuls, ce qui est un scandale absolu, un viol de plus. Ah oui, ici aussi. C'est pour ça que je fais ce que je fais. D'accord. Mais il est possible quand même que les Suisses aient une meilleure culture, une meilleure connaissance du fait que c'est un scandale qu'on ne reconnaisse pas le vote blanc. Est-ce que... Non, pas vraiment. Non. C'est-à-dire, j'en discutais beaucoup avec les petites gens dans la rue. Hein, une question? Tout à l'heure peut-être. Je vais. Elle a dit, précisé qu'il n'y avait pas de candidat socialiste, effectivement, donc la liste du vote blanc avait collecté pas mal d'électeurs de gauche qui voulaient peut-être annuler le scrutin pour présenter à une autre élection des candidats de gauche. Allez savoir. Maintenant, ce qui est clair, c'est que quand j'ai proposé ça... Vous avez des vrais socialistes en Suisse? Des gens de droite dure aussi? Ouais. Des vrais socialistes? Si c'est des droites. On descend le débat pour une autre fois. C'est vrai que l'élection était un peu particulière. C'était une élection. Je vais quand même venir. C'est une élection complémentaire pour le gouvernement, puisqu'on a un membre du gouvernement qui a démissionné, et en effet, la gauche n'a pas voulu reprendre le siège, donc elle a laissé la droite se lancer. Donc il y a eu 2 partis de droite, dont un parti qui est la droite ultranationaliste et le parti de droite classique. Et donc, en effet, il y a sans doute une partie des gens de gauche qui... Bon, la participation était faible déjà, et une partie des gens de gauche se sont sans doute reportés sur la participation à l'élection était de 4% supérieure à la moyenne. Hein. La moyenne des élections dans Neuchâtel Sur Neuchâtel, oui, elle est la moyenne sur 10 ans. Ah oui, c'est intéressant ça. Sur 10 ans, la moyenne d'élection, elle est de 35,8. Ouais. Et là, on est à 40 points. Très bien. Donc ça a bien marché. Voilà, effectivement, ça ramenait pas mal d'électeurs de gauche. Le fait est, c'est que pendant que je proposais ça, au niveau de la classe politique, on m'a censuré, on s'est beaucoup moqué de moi, du projet. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est prendre un thermomètre et le mettre dans le mécontentement populaire. La raison pour laquelle le peuple n'est pas content, ça le concerne. Que ce soit parce qu'il rejette les candidats en lice ou parce que, comme le disait aussi M. Cloutier en réaction, c'est peut-être aussi un problème institutionnel. Il y a les causes du mécontentement, elles sont diverses, et le score de cette élection, c'est pas le mien, c'est celui du mécontentement en fait. Donc c'est vrai que de dire mais t'as obtenu ce résultat parce qu'il y avait des gens de gauche qui n'avaient pas de candidat, non, le peuple n'est pas content parce qu'il n'y avait pas de gens de gauche. La prochaine fois, il ne sera pas content peut-être pour autre chose. Ah oui, la campagne, elle a bien marché aussi sur Internet. Ça, Alors ouais, la campagne a surtout fonctionné sur Internet parce que je suis moi, pour des raisons de santé, je suis juste très souvent chez moi, donc c'est vrai que 95% du boulot, je l'ai fait sur le web, quoi. Ouais, justement, donc, ce qui a fait du score de 10%, c'est que beaucoup de gens ont vu le vote blanc. Mais la chose extrêmement intéressante, c'est que dans les 2 communes où je suis allé dans la rue physiquement, là, la liste est deuxième. Dès que j'informe un abstentionniste habituel qu'il a une nouvelle mode d'expression, excusez-moi le terme, mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans la rue. Tiens, ça c'est bien, j'avais voté, je vais aller, j'en ai marre tous ces connards. Voilà ce que j'entends très souvent. Moi je tends la main et ça a fait bouger les choses. C'est en train de faire bouger les choses. Il y a une séance qui est en train de s'organiser à Neuchâtel avec les partis politiques. Donc il y a déjà le Parti ouvrier populaire qui sera présent. Les Verts libéraux ont confirmé, les Verts, et on attend encore petit à petit, mais c'est clair que ça les a... il y a eu un petit électrochoc quand même, ils se posent des questions aussi. Tout ça pour dire que voilà, factuellement, même avec des tout petits moyens, n'importe qui peut se présenter comme candidat du vote blanc, et je pense que c'est... pardon ? D'autres choses, tu veux dire, mais ça va t'aider à pousser ton initiative là maintenant, c'est ça, je pense que pour petit à petit proposer une vraie démocratie en Suisse, je crois qu'il faut commencer par le vote blanc déjà, donc c'est-à-dire mettre en évidence le fait que le peuple il n'est pas content de ce qu'il a actuellement, et c'est peut-être pour ça qu'il s'abstient à 60-70% à chaque fois.
que je peux amicalement te faire une objection sur le vote blanc. Parce que mettre toute notre énergie sur le vote blanc, alors le vote blanc devrait être reconnu, bien sûr, dans un régime où on désigne des maîtres, on devrait pouvoir dire la crapule A et la crapule B, la crapule C, je veux faire rentrer chez elle, et j'en veux d'autres. Donc effectivement, c'est scandaleux dans un régime représentatif de ne pas pouvoir dire je les trouve tous mauvais, il faut que c'est scandaleux. Donc, je comprends votre indignation et que vous ayez envie d'y changer quelque chose, mais il me semble que en faire le point de focalisation, l'idée sur laquelle on va focaliser, orienter nos idées, notre lutte, ça me paraît être pas assez important. On ne va pas changer les choses, c'est-à-dire on va continuer à désigner des maîtres et des crapules, ils en ont une réserve. Le problème, c'est qu'ils ont une grosse réserve derrière. Donc, une fois qu'on aura chassé avec le vote blanc, imagine qu'on arrive à gagner. Alors, on se polarise tous là-dessus. Et on y arrive, ça y est, le vote blanc est non seulement compté, il est plus mélangé avec les nuls, mais en plus, il arrive à chasser les gens. C'est-à-dire que si le vote est majoritaire, on arrive à chasser les crapules A, B, C s'en vont et elles sont interdites de revenir à la prochaine élection. Mais imagine que ça marche. Le problème, c'est que les oligarques, ils ont un placard plein de crapules prêtes à servir. Et qui vont te sortir la crapule D, E et F. Et avec ton vote blanc, bah, il me semble qu'on va pas. C'est qu'un aspect important, mais qu'il ne suffit pas. Peut-être que tu as d'autres idées. C'est parfaitement vrai, il ne suffit pas de. Peut-être que. Oui, mais vas-y. Il suffit pas de valider le vote blanc, effectivement. En tout cas, je le précise sur le site, vous allez sur le site www.voteblanc.ch, à l'infinitif en un seul mot, vous allez dans la rubrique la loi. Et je présente ça comme un paquet d'initiatives, parce que si le peuple il a le pouvoir de bloquer le processus électif, il faut qu'il puisse proposer quelque chose derrière. Si je ne peux pas tout proposer en même temps, c'est-à-dire le moyen de blocage, ou le baromètre de mécontentement simplement, il y a d'autres dispositions derrière, et moi, faut qu'on en discute collectivement, mais comme je le présente actuellement, si mettons maintenant les élections sont bloquées par une majorité de vote blanc, de gens mécontents, mon idée c'est de tirer au sort parmi les gens qui ont voté blanc après, mais ça pose certains problèmes, je vais y revenir, et cette assemblée de citoyens tirés au sort, elle va établir un mandat impératif en assemblée, en atelier démocratique, comme Étienne en fait, des ateliers où ça fonctionne, pour en discuter. Et le mandat de cette assemblée est transmis au pouvoir exécutif qui doit exécuter en priorité. C'est ça, moi, ma vision du vote blanc. Maintenant, le problème, c'est que le mandat impératif est interdit, sauf pour les lobbyistes à Berne. Le vote est tenu secret, donc il faudrait donner la possibilité aux citoyens de rendre son vote public. Et ça, c'est pas on pour en discuter, mais ça, c'est dangereux. Le contrôle, juste avant public. Ouais, quand quelqu'un vote blanc, juste qu'il puisse dire public. Comme ça, il se met automatiquement sur la liste de tirage au sort. En fait, faites attention parce que l'anonymat de l'isoloir, l'anonymat du vote n'est pas une formalité. Ça, par contre, c'est une protection, à mon avis, essentielle. Alors, il y a peut-être des arguments que je ne connais pas, mais Antoine va sûrement renchérir, je pense, là-dessus. Le fait que le vote puisse être secret, le vote citoyen pour désigner les maîtres puisse être secret, c'est absolument essentiel pour éviter les pressions. C'est-à-dire que si tu désanonymes le vote pour une raison, par exemple pour celle-là, parce que tu veux tirer au sort parmi ceux qui n'ont pas voté blanc, parmi ceux qui ont voté blanc. Et donc il faut qu'on les connaisse, donc ils sont plus anonymes, et là tu ouvres la porte à tous les chantages, et je signale que les oligarques sont des maîtres chanteurs professionnels, donc, et donc tu as les patrons qui vont faire pression sur nos ouvriers, des maris qui vont faire pression sur leurs femmes, peut-être des femmes qui vont faire pression sur leurs maris. Enfin, je ne sais pas, mais tu vas avoir toutes sortes de pression. J'ai une remarque, un témoignage personnel. Si je peux me permettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer justement à vos réactions, des réponses succinctes derrière. On avait la salle jusqu'à 20h normalement, donc on va et puis, pas une heure, non, mais par contre, après, on vous invite à prendre un verre et à manger quelque chose dans nos locaux par la suite. Donc ceux qui voudront venir sont les bienvenus. Donc on va procéder de cette manière. On peut filmer l'apéro en direct. Comme ça, on peut filmer une partie de l'apéro en direct éventuellement. Je voulais juste faire une remarque sur le caractère confidentiel des votes. Ce n'est plus le cas dans de nombreuses communes, en tout cas du canton de Vaud. Le secret n'est plus secret, le vote n'est plus secret. On a déposé une plainte justement dans ce sens-là et ils nous ont brûlé les enveloppes et les bulletins pendant le délai de plainte pour cacher les preuves qu'ils avaient triché les votations. Parce que maintenant les votations,
pendant tout le processus de votation par correspondance, on envoie des enveloppes. Pendant la durée de la votation, donc pendant 2-3 semaines, les enveloppes grises sont ouvertes et les enveloppes jaunes sont sorties, et tout est rapproché par des lecteurs automatiques à lecture optique, et les enveloppes sont transparentes avec un simple spot. Donc ils n'ont même plus besoin de sondage dans les votations dans le canton de Vaud. Ils passent les enveloppes dans la machine à lecture optique, ils savent ce que les gens ont voté. Ils passent dans la machine à lecture optique avec code barre les bulletins d'accompagnement. Donc ils savent qu'à tel bulletin correspond tel vote, donc il n'y a plus de secret de vote. Et lorsqu'on s'est plaint, et on a pu faire un contrôle des enveloppes, parce que non seulement ils savent, ils font un sondage par lecture optique automatique, mais en plus, ils impriment dans le canton de Vaud 110 000 bulletins supplémentaires qui sont dans chaque greffe municipale. Et les greffes municipaux peuvent changer les enveloppes et leur contenu. Donc on a vérifié ça à l'imprimeur, c'est l'IPRES qui imprime les bulletins de vote sur tout le canton de Vaud. Alors dans chaque greffe municipale, si le vote ne correspond pas à ce qu'il veut, il change simplement les enveloppes jaunes. Et nous, on a fait la plainte parce qu'on voulait vérifier s'il y avait des empreintes digitales sur les bulletins, les enveloppes. Et ils ont brûlé les enveloppes et les bulletins parce que il y avait soit les empreintes digitales des tricheurs, soit il n'y avait pas d'empreintes digitales, mais c'était rempli par des machines. C'est foutu, quoi. Donc, dans le canton de Vaud en tout cas, et je pense dans de nombreux autres cantons, où on ouvre les enveloppes avant le jour de dépouillement, pendant des jours, et qu'on lit les enveloppes par lecture optique, par spot, et qu'on peut rapprocher le votant du vote, on est dans une gigantesque tricherie institutionnelle. On est allé apporter les preuves au Conseil fédéral, au tribunal fédéral. Le tribunal fédéral n'a même pas ouvert l'enveloppe des preuves. On avait donné les preuves avec signature et scotch, ils n'ont même pas ouvert l'enveloppe des preuves. Donc on est dans un système, en tout cas dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, ils ont même trouvé des votations précédentes dans des enveloppes qu'on ne peut même pas fermer, parce qu'elles ne sont pas gommées avec... Donc ils ont trouvé des votes précédents dans des enveloppes qui n'avaient pas été dépouillées. Donc, Fribourg, c'est le même système, Genève, c'est le même système, les enveloppes sont transparentes avec simple lecture optique. Juste une autre réaction, tu veux réagir maintenant, Antoine? Non. Vous avez tout ça sur Internet. Là-dessus. Monde électoral, Lausanne. C'est-à-dire que c'est pas important le nombre de voix, ce qui compte, c'est ce qui compte les votes. Alors, là-dessus, il y a quelques éléments. Je vais vous raconter une anecdote. Dans une petite commune du canton de Neuchâtel, on marquait avant le vote par correspondance, systématiquement les bulletins de vote des nouveaux citoyens pour savoir ce qu'ils avaient voté. On a une vieille tradition de ce genre de choses en Suisse, et qui est une vieille tradition liée au caractère ouvert du vote, précisément. On a mentionné les Landsgemeinden, qui sont évidemment en fait à vote ouvert, à main levée. La plupart des assemblées communales se font à vote à main levée également, c'est-à-dire de manière publique. Et sur cette question-là, il y a deux éléments, enfin, il faut toujours réussir à penser deux choses sur le vote à main levée. Moi, je suis favorable au vote à main levée. Mais comme le dit ou l'écrit très justement un théoricien anarchiste qui s'appelle Eduardo Colombo, il dit le vote secret est une protection pour les petits, pour les faibles, et c'est une manipulation de doges, de papes et d'évêques. C'est-à-dire, quand on a un vote dans une assemblée raisonnablement égalitaire, le vote secret permet les brigues, permet la manipulation et toute une série de choses, parce qu'on dit à quelqu'un je vais voter pour toi, en fait on vote l'inverse. En revanche, quand on est dans une situation d'inégalité sociale, économique, politique, etc., le vote secret protège plutôt. Et en effet, là, je reviens, les populistes américains, ils demandaient le vote secret parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, et les grands propriétaires, évidemment, les mettaient dans des situations un peu compliquées. Donc c'est une affaire qui est difficile, qui dépend des situations, et moi je pense quand même que dans une... Pourquoi tu es favorable si ça protège? Pourquoi tu es favorable au vote ouvert si le vote secret protège? Non, parce que dans l'idéal d'une démocratie, le vote doit être ouvert. Parce qu'on vote pour la collectivité, non pas pour soi. Mais on peut se trouve la plupart du temps dans des situations où on n'est pas dans une situation sociale qui est idéale, qui permet de le faire. En même temps, on ne peut pas tricher. C'est toujours, oui, en plus, la tricherie est plus difficile. Voilà. On ne peut pas tricher. Landsgemeinde, on voit là. C'est plus difficile. Mais tu peux voter C'est ça le problème. Et sur les Landsgemeinde, c'est toujours le
c'est toujours l'argument qui est renvoyé, ben voilà, on ne peut pas aller voter. Alors l'exemple type caricatural, c'est celui des commerçants dans les cantons américains qui ne vont jamais voter, évidemment, parce qu'un commerçant ne veut pas s'aliéner la moitié de ses clients. Bon, voilà, c'est quelque chose, c'est un exemple qui est connu. Le problème, c'est que c'est celui des commerçants et pas celui de la démocratie. Enfin, ça, c'est une autre manière de s'en sortir. Mais c'est non, là, ceux qui sont sous influence sont menacés par le vote ouvert. Oui, mais la tricherie, dans le vote secret, la tricherie, c'est l'abomination. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils brûlent les preuves. Maintenant. Ensuite, sur les votes, l'autre élément qu'il faut relever, c'est qu'il est tout à fait indispensable que le contrôle des votes, le dépouillement des votes se fasse par des citoyens. Ça, en effet, le passage au vote par correspondance dans certains cantons... Les machines à voter, nous, vous n'avez pas ça, vous? Non, il n'y a pas de machine à voter. Alors, il y a des votes qui sont comptés en France via ces saloperies qu'on devrait casser à l'âge. Voilà, exactement. On avait bien vu aux États-Unis où les machines à voter... Avec le problème se pose, c'est la même chose pour le vote par Internet ou le vote électronique. À partir du moment où les citoyens n'ont pas le contrôle technique direct du vote, on commence à entrer dans une situation qui est un petit peu... voilà, enfin, bon, ça finit. Mais disons que ça devient un peu dangereux. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis plutôt opposé au vote par Internet. Je pensais très bien que ce sont des citoyens qui dépouillent, mais ça prend un petit peu plus de temps, ça prend pas énormément de temps non plus. On a les bulletins, on a les trucs, et puis on les compte, et on va dire si c'est oui, si c'est non. Et il y a un autocontrôle, évidemment, c'est-à-dire qu'on est 4 ou 5 dans le bulletin, dans le bureau de dépouillement, et on regarde que les autres comptent correctement. Mais ça ne résout pas évidemment la question du vote ouvert. Comment ça approche juste apparemment de la fin, il faudrait juste que je précise aussi les principes. Donc si je suis allé à l'élection, c'est pour faire la promotion aussi de l'initiative, tout en permettant au peuple d'annuler un scrutin. La récolte de signatures elle se fait via Internet. Sur le site, on peut donner sa promesse de signature. Et lorsqu'on aura 120, 130 000 promesses au niveau fédéral, on va déclencher officiellement l'initiative. Et à ce moment-là, on va contacter toutes les personnes qui ont promis. Et on va organiser des flash mobs de récolte pour le vote blanc avec Miss T-shirt blanc mouillé, des trucs comme ça. On va essayer de rendre attractif ce truc-là. Mais ça commence justement par, comme disait Antoine, l'initiative elle est collective et on a Internet pour s'organiser avec ça. Allez sur Internet, allez donner votre signature, votre promesse de signature. Maintenant, c'est vrai qu'elle est fédérale, mais si tout d'un coup on a déjà 4500 promesses sur le canton de Neuchâtel, on lance l'initiative cantonale. Tout d'un coup, pendant la récolte pour les 100 000 promesses fédérales, il y en a assez sur Genève ou sur Vaud, on y va quoi. Donc n'hésitez surtout pas à y aller quoi. Voilà. Encore une lieu de réaction. Bonsoir, je m'appelle Antoine. J'ai une question pour Monsieur Chouard. En fait, donc, avant votre arrivée, il y a, Antoine Cholet a détaillé tout un certain nombre de principes, mais aussi d'idées très concrètes que j'ai trouvé intéressant parce que voilà, Antoine Cholet a un certain nombre de vidéos qui peuvent être contestées, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a un certain nombre de propositions concrètes qui sont intéressantes dans le sens où elles permettent de faire face à une des attaques, je pense, les plus virulentes à l'encontre de tout ce processus, toute cette réflexion sur la démocratie directe, qui consiste à traiter les gens qui défendent cela d'utopistes. Et donc, en fait, il a listé un certain nombre de propositions extrêmement concrètes qui peuvent être débattues d'une certaine manière demain. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, en fait, et il les a listées, mais bon, même s'il n'aime pas les listes, là, cette fois-ci, il a listé point par point un certain nombre de propositions concrètes. Et ma question, en fait, était assez simple. Est-ce que vous, tout en sachant à votre décharge que, étant dans le contexte français, c'est quand même beaucoup plus difficile, dans le sens où le discours d'Antoine Cholet est quand même beaucoup plus audible en Suisse, ou en tout cas, est basé sur des bases. Il existe des bases en Suisse qui permettent de rendre ce discours beaucoup plus audible peut-être qu'en France, mais je voulais savoir si vous auriez
une ou deux propositions extrêmement concrètes. Voilà, si vous avez une ou deux propositions extrêmement concrètes pour essayer d'aller un peu plus vers votre idéal. Voilà, merci. Je peux juste donner une réponse comme je disais avant, concrètement, il disait, Étienne, qu'il ne faut pas focaliser tout sur le vote blanc, ce qui est vrai, c'est un point de départ, c'est pas une focale. Il est très facile pour un citoyen, pour faire bouger les choses, aujourd'hui, de se présenter aux élections de sa commune, de son canton, aux élections fédérales, et de dire qu'il démissionne pour faire avancer la démocratie. En commençant par là. Donc ça, l'éligibilité en Suisse, c'est une manière générale, elle est très facile, il faut pas 500 signatures comme en France. Hein. Comme je disais avant, il m'a fallu juste 3. Et ça, c'est vraiment, comme possibilité concrète, c'est ouvert à toute personne éligible de proposer ça dans sa région. Parce qu'une fois qu'on aura démontré le mécontentement populaire, la classe politique, elle va aussi se poser la question de savoir ce qu'il faut faire. C'est déjà le cas maintenant à Neuchâtel. Donc ça permet de faire avancer le public. Mais c'est un point de départ, effectivement. Pour l'instant, il ne faut pas focaliser là-dessus. Ah, tu vas répondre aussi. Alors, ouais, moi j'ai une idée, et c'est pas 36, hein, c'est une très concrète. Et à mon avis, c'est celle qui rendra possible tout le reste. Je pense que nous devrions, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je pense que nous devrions... Notre cause commune partout sur Terre, c'est notre impuissance politique. Et c'est notre impuissance politique qui est programmée dans un texte dont tout le monde se fout, qui est la Constitution. Et c'est juste parce qu'on s'en fout que c'est programmé comme ça. Donc c'est parce qu'on laisse les élus écrire le fait que c'est l'élection qui va décider de la désignation des acteurs, et c'est parce que c'est les élus qui désignent, qui écrivent les règles des contrôles des élus, qu'il n'y a pas de contrôle d'élus et qu'on en est réduit partout sur Terre à désigner des maîtres. Mais c'est juste parce qu'on a démissionné du processus constituant. Alors, il me semble que, donc, mon idée qui est théorique, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire la du pouvoir, c'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution, c'est à nous, c'est aux autres, à ceux qui veulent pas le pouvoir, mais qui veulent pas se faire gueuler tous les matins, c'est à ceux qui doivent être protégés par la Constitution, qui remettent la Constitution. Et très concrètement, pour passer de cette idée théorique à la pratique, il me semble que à chaque fois que les peuples s'insurgent, et c'est pour moi une banalité, les peuples du monde s'insurgent régulièrement partout sur Terre, à toutes les époques, on n'arrête pas de se révolter, quoi. Hein. Donc, mais à chaque fois, on est complètement désarmé sur le plan du processus constituant parce qu'on ne s'est pas préparé. Donc je suggère que très concrètement, au lieu de regarder la télé, qui c'est pas qu'elle sert à rien, c'est qu'elle sert à nous infantiliser, à nous abrutir, à faire de nous des mollusques. Au lieu de regarder la télé, on éteint complètement la télé. Au lieu de discuter entre nous de couillonnades comme du foot, des recettes de cuisine, que sais-je d'autre, des sujets qui servent à rien, ou des sujets que les enfin pas grand-chose, par rien, au lieu de laisser envahir nos conversations par ce que les journalistes entre guillemets nous imposent comme sujet de conversation, c'est-à-dire les chiens écrasés et les terroristes entre guillemets. Au lieu de ça, on devrait mettre la Constitution et l'écriture d'articles de Constitution, ce que les humains n'ont jamais fait. Hein. Mais je suggère que nous sortions de l'enfance en nous entraînant à écrire ces articles de Constitution. Et c'est passionnant. Enfin, moi, ce que j'ai vécu depuis des années là, c'est juste passionnant. J'ai pas connu d'ateliers constituants qui sont emmerdants. C'est toujours passionnant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est possible, un, et que deux, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est formidable. Ce truc-là va transformer nos utopies en projets politiques. Donc ça, c'est écrire nous-mêmes notre puissance, ça ne tient qu'à nous, et c'est pas compliqué. Et donc je suggère que très concrètement, très pratiquement, chez vous, tout seul, donc un atelier constituant, ça peut être tout seul, donc c'est ne vous défilez pas derrière l'idée que c'est compliqué, qu'il faut organiser, qu'il y a plusieurs... Non, c'est beaucoup plus simple que ça, et c'est très long, il va falloir une après-midi, vous n'avez pas le temps, non, c'est pas vrai. Il suffit de 10 minutes pour réfléchir un petit peu au café avec un copain, avant de reprendre le boulot, on discute des modalités du vote blanc ou de est-ce que les gens qui ont été repoussés par le vote blanc, est-ce qu'ils peuvent se représenter ou pas? Ça dépend, peut-être celui qui en avait beaucoup, la discussion constituante, elle nous est étrangère, il ne tient qu'à nous de la rendre quotidienne, et je pense que si on s'entraîne, pour la première fois dans l'histoire des hommes, la prochaine fois que ça va péter, on sera capable, parce qu'on sera entraîné, donc on sait qu'on sera capable, et si on est très nombreux, on sera en position de dire aux élus, c'est un sous-possible. C'est pas toi qui écris la Constitution. Là, on ne va pas les lire, la Constitution, c'est nous qui allons l'écrire quand on part tantôt.
Et ça, je pense que très concrètement, ça se prépare. Il faut qu'on fasse des ateliers constitution. C'est ça l'idée. Voilà. C'est une idée. Je sais pas si tu... J'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ça, si ça paraît être un rêve, l'écriture de constitution par tout le monde. Ah non, ça me semble. Un entraînement. Ah oui, comme entraînement, c'est intéressant l'histoire de l'entraînement, parce que ça rappelle l'éducation populaire. Ça rappelle l'éducation populaire et ça rappelle aussi certains thèmes de gauche. On se prépare pour des moments utilisés où ça va péter. Ça va, c'est très populiste. C'est en train de péter. Très fort. Mais non, mais bien sûr que c'est impossible. Ouais. Disons que je dirais, je généraliserais un petit peu la chose. Il faut qu'on se, ce que disait Castoriadis, il faut qu'on considère que les affaires communes sont nos affaires. Voilà, exactement. C'est le point de départ. C'est-à-dire les affaires communes, donc les affaires politiques, les affaires économiques, les affaires sociales, c'est pas les affaires des autres, les affaires d'un petit groupe ou d'une personne, je ne sais pas qui, c'est nos affaires, ce sont nos affaires. Et Castoriadis rappelait toujours que les premiers libéraux, et souvent l'exemple de Benjamin Constant, étaient encore tout à fait conscients de cela, mais alors, en prenant l'opposition, c'est-à-dire en disant, moi ce que je veux, c'est la garantie de mes jouissances. Je ne veux pas me faire chier à faire de la politique, je ne veux pas aller au Parlement, je ne veux pas aller au gouvernement, je ne sais pas quoi. Je mets un certain nombre de règles pour qu'on ne m'emmerde pas dans ma sphère privée, mais le reste, c'est moi qui le fais, c'est mes petites affaires personnelles, c'est regarder la télé, c'est faire des affaires, c'est aller au marché, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que l'imaginaire politique athénien et démocratique de manière plus générale est radicalement à l'inverse. La première chose, ce sont les affaires communes. Ensuite, on a des affaires privées, oui, on se retire chez soi de temps en temps, mais les affaires communes sont l'affaire de tout le monde. Et ça, c'est déjà une transformation de l'imaginaire qui est radicale. Alors, qui est déjà en œuvre chez certaines personnes, chez les personnes qui en Suisse suivent de près la politique, qui votent systématiquement, mais c'est aussi le cas chez les syndicalistes qui sont engagés, c'est le cas chez tous les membres de base des partis, c'est le cas chez les personnes qui sont dans les associations, etc., qui pensent que les affaires communes sont leurs affaires. Le problème, c'est que c'est souvent perçu, notamment dans certaines organisations, comme les affaires communes sont vues par un petit bout, c'est-à-dire, voilà, pas forcément une élite, enfin on peut faire partie d'une grande association, je prends un exemple typique suisse, c'est l'association des locataires, qui a je ne sais plus combien de centaines de milliers de membres, c'est une très grande association. Alors si on s'engage dans cette association, eh ben, on va être très sensible aux questions liées aux locataires, évidemment, peut-être un petit peu moins aux autres, et on ne va pas s'intéresser aux droits sur, je ne sais pas quoi, sur la retraite, sur l'environnement, etc. Alors que cet imaginaire politique grec dont parlait Castoriadis, c'est l'ensemble des affaires communes. L'ensemble tout me concerne d'une certaine manière, tout nous concerne comme collectivité. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est tout son combat contre l'apathie, contre les gens qui se retirent dans la sphère privée et qui se disent, alors soit de toute manière c'est manipulé par d'autres personnes, donc je ne peux rien faire, c'est une catastrophe politique évidemment, soit c'est trop compliqué. On le rencontre aussi souvent comme type d'argument, c'est trop compliqué, et en fait on voit que si on avance un tout petit peu, c'est pas si compliqué que ça. Il y a toute une série de choses qui sont relativement simples, que n'importe qui est capable de comprendre. Il n'y a pas besoin de maîtriser tout le corpus de lois fédérales, l'ensemble des lois et des règlements d'application en France pour pouvoir parler de politique, parce que les grandes questions ne sont pas si compliquées que ça. Encore une fois, peut-être qu'on va juste... Oui, donc... il y avait moi qui savais ici avant. Il y a encore les gens qui n'ont pas parlé. Qu'est-ce qui lève la main ici? Moi, à la fin, après, on passerait directement. On prend encore 3 interventions, 3 ou 4, d'accord? Marius, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup, ça fait beaucoup de temps, mois de janvier-février. Travailler sur le bonheur national brut, comme concept et philosophique et de société, où on a imposé la démocratie. Alors, le roi du bouton est très intéressant dans ce qu'il fait. Le peuple, quelque part, refuse cette démocratie pour X raisons, se sentait beaucoup plus proche du peuple, du roi, que par le système démocratique mis en place aujourd'hui. Et quand j'y étais, ça m'a posé une question, parce qu'en fait, on lit toujours démocratie et vote, et j'ai entendu depuis maintenant presque une demi-heure, 3 quarts d'heure, comment on vote, est-ce qu'on vote, etc. Pour moi, la démocratie, c'est autre chose, c'est comment on peut s'exprimer, mais déjà au niveau local. Et j'entends que parler de politique, de vote, etc., mais la démocratie, c'est un choix à la base, et comment on peut donner aux gens la possibilité de s'exprimer. Et ce que j'ai vu au bout de temps, c'était très intéressant, parce que la notion de bonheur, elle se construit ensemble. Moi, je suis partie là-bas
en disant le bonheur c'est une vision qu'on va imposer. Non, c'est une construction qu'ils font entre eux tous les jours. Ça commence à l'école, ça commence dans la rue, les entreprises. Alors, pas besoin d'aller chercher chez Aristote ou chez les autres, il y a des choses qui se passent maintenant qui sont aussi exotiques que ce qu'on croit. Et c'est pour ça, pourquoi on lit toujours démocratie et système de vote. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai entendu ce soir qui me dérange. Oui, mais c'est intéressant. Moi, je suis ouvert. Ça... Le bout en main. Si vous avez les documents, vous pouvez m'envoyer ça. Kratos ne veut pas dire vote. Ça veut dire pouvoir. Ça peut être pouvoir sur ma vie. Oui, mais... C'est ça que je voulais un petit peu rajouter. Je m'appelle Juan. J'ai travaillé... Pardon. C'est quoi votre prénom? Juan. Voilà. Donc, j'ai travaillé pour qu'on s'en aperçoive. Enfin, pour que mes collègues acceptent, disent maintenant ça suffit. Comment dire, on sait jusqu'où ça va aboutir, on veut intervenir. Ça, c'est un exemple de ralentissement. Mais en général, est-ce que c'était vivable ou est-ce que c'était pénible? Parce que, fatigant, certes, fatigant parce qu'on était, comment dire, on est de convaincre ça. Alors écoutez, pour moi, la réunionnite, je l'ai connue plus en France, dans le même cadre d'école qu'en Allemagne. Donc c'était une question de personnalité, une question de culture. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous aviez un travail à faire, eh bien, il fallait se battre en Allemagne, là où en France, il aurait fallu 3 heures. Donc je ne peux pas dire que c'est pas le système qui fait que, c'est ce que je voulais dire par rapport aux élections et par rapport à ça, c'est que je ne suis pas sûr, et là je rejoins madame, je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'on met des règles en place, aussi saines soient-elles, qu'on va arriver à, à gérer les choses de manière saine. Pour les gérer de manière saine, il faut qu'on ait une vision de l'être humain, une vision de ce qu'on veut de l'être humain dans cette société, et que cette vision, elle se développe collectivement. Et seulement à ce prix-là, alors à ce moment-là, on a besoin de règles et de lois. Parce que c'est un peu comme l'histoire de, comment dire, voilà, normalement ici en Suisse, en tout cas en gros, c'est interdit de mettre du linge sur le balcon. Eh oui, c'est complètement interdit. Ah oui, en Suisse, c'est complètement interdit. Ah oui. Partout. Et il se trouve que vous pouvez regarder dans les balcons, vous verrez du linge. Donc, voilà, la concierge m'a dit, écoutez, c'est interdit, mais tant qu'il n'y a personne qui proteste, je ne vois pas pourquoi j'ai emmerdé le monde. Voilà, non, elle est jurassienne, donc c'est vraiment... Voilà. Donc, ce qui montre bien que c'est l'individu qui fait les lois, et s'il les fait pour la communauté, alors ça fonctionne. Mais ce n'est pas les lois qui font l'individu. On est d'accord. Enfin, je ne sais pas si ça peut vous apporter quelque chose. C'est moi qui vais répondre. Je viens de prendre la suite. C'est quoi votre prénom? Cyril. Donc je vais continuer sur la lancée en fait. Dans le discours que j'entends, il manque une dimension commune. C'est-à-dire il manque la dimension partir du postulat que le pouvoir corrompt, que les personnes qui veulent le pouvoir sont corrompues. De mon point de vue, l'être humain, en fait, il se corrompt, il est inconscient. En fait, il n'est pas totalement conscient. Donc, en fait, il y a des phénomènes qui font qu'il va se corrompre petit à petit. Donc, même vous, par exemple, les personnes qui créeront une nouvelle constitution, après quelques temps, s'ils ne se connaissent pas bien et s'ils n'ont pas développé une éthique personnelle, se corrompront tout autant que les personnes qui sont actuellement au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui me semble qui manque dans votre discours, que je suis depuis quelque temps, parce que vous êtes très présent sur les médias. Et voilà, j'aurais dû avoir votre avis. Et puis, il me semblait aussi, pour revenir à Platon, parce que vous avez cité Platon, je ne pense pas qu'il était très fan de la démocratie, et mettait vraiment l'éthique en avant. Et il me semble que, c'est une débat, c'est l'éthique avant le système. Et comment vous feriez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que... Pendant très longtemps,
Alors, mettre le spirituel avant le matériel, enfin, pendant très longtemps, on a eu des religions, enfin, qui sont des dogmes aussi, mais je veux dire qu'il y a eu des recherches, enfin, même dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a une dimension spirituelle dans l'être humain. Il me semble qu'il prime sur le reste. Et je pense que dans notre système, dans notre société contemporaine, on oublie grandement ces dimensions-là. D'ailleurs, on va aller après les phénomènes, la communauté djihadiste, etc., où les gens rejettent totalement parce qu'il manque, ils tombent dans les extrêmes parce qu'il manque ce spirituel qui va être mis en premier. Enfin, je ne sais plus quel poète disait, le 21e siècle sera spirituel, ne sera pas. Et voilà. Justement, les djihadistes, ils sont trop spirituels. Non, c'est pas ça, c'est pas Non, on veut dire c'est développer là-dessus. Alors là, je vais prendre une petite attention. Pour moi, le djihadisme, ça n'a rien de spirituel. C'est le contraire absolu de tout ce qui est spirituel. Excusez-moi. Et quand on entend par spirituel, je veux parler d'une chose bien précise. Oui, très rapidement. Oui, mais on a des intervenants sympathiques, mais les intervenants, ils participent pendant 1 heure. Oui, mais monsieur, vous avez déjà la parole, d'accord. J'ai écouté pendant 2 heures. Alors, je veux juste dire ça. Quand on parle de spirituel, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle des courants religieux, pour moi, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Le spirituel, c'est la capacité de l'individu à énoncer une loi, qu'elle soit une loi physique ou une loi spirituelle ou une loi juridique. C'est cette capacité que l'individu a. Prenez un cerveau, vous le découpez en milliers de morceaux, vous ne trouverez jamais une seule pensée. Vous trouverez la capacité d'un individu à refléter à travers son cerveau ses pensées. Il y a, à mon avis, une recherche éthique à trouver et une recherche épistémologique. Je vous dis franchement, il existe une épistémologie des sciences qui existe depuis 100 ans. Cette épistémologie, elle a été faite sur un travail qui s'appelle le goetheanisme. Le goetheanisme. Et cette épistémologie permet franchement de penser scientifiquement le spirituel. Voilà. D'accord. Je vous laisse répondre à ces 3 interventions, d'accord, et on va conclure là-dessus. Moi, je vais faire une dernière. Je vais faire une dernière remarque. Étienne Chouard disait tout commence par le processus constituant, donc la première chose à faire, c'est écrire notre constitution. Il faut l'écrire, c'est absolument indispensable. C'est ce que je crois. Toi, tu disais que, Antoine, il faut se rendre compte que la chose publique, c'est nos affaires. Je suis passé par ces deux raisonnements-là en tant que citoyen en Suisse. Je me suis dit, ok, alors on va écrire notre constitution. On regarde, on ne peut pas faire une révision totale de la constitution. Si on se mettait à réécrire tout de suite notre constitution là maintenant, il y aurait des problèmes d'unité de la matière. Enfin bref, ça passerait pas. Donc, c'est possible. Tout entière. C'est prévu par la Constitution. Il n'y a pas de problème d'unité de matière là-dedans? Non, on peut faire une révision totale de la Constitution. Alors voilà une bonne nouvelle, j'ai bien oublié moins con. Il faut demander, c'est d'ailleurs ce qui a été utilisé en 1872 et 1874. Ça, c'est intéressant. Il y a une initiative pour la demande d'une révision complète de la Constitution. Mais attention, sans projet alternatif. C'est-à-dire tu demandes de refaire une Constitution de but en blanc. Ensuite, évidemment, c'est ce qui s'est passé en 1999, enfin le vote de 1999. Il faut encore se mettre d'accord sur qui écrit, comment est-ce qu'on l'a fait, etc. Okay. C'est ça. Ils ont triché. Ils ont triché. Donc voilà, il y a malgré ma petite défaillance de connaissance, il y a un gros problème qui fait que c'est concrètement difficile d'écrire. Ensuite, pour se dire, quand on dit ouais, effectivement, bon, moi je me suis dit, la politique c'est mes affaires. Et concrètement, je fais quoi?
comment je vais m'en occuper? S'il y a quelqu'un ici qui me trouve, pour commencer à agir, un meilleur moyen que le vote blanc, parce que c'est très simple, la Suisse, on l'a vu, c'est pas une démocratie, mais là où elle fait rêver, c'est qu'elle est un des seuls systèmes, ou si ce n'est le seul système qui a la base légale pour en devenir une. Or, si pour rentrer là-dedans, il y a un autre moyen que le vote blanc, légalement, je suis vraiment très curieux de le connaître. Voilà. Bon, quand je disais que les affaires communes doivent devenir nos affaires, moi je pars toujours, alors vous me direz que c'est un manque d'ambition, mais je pars à un niveau très concret. Je pars au niveau du lieu de travail, par exemple. Moi, l'essentiel de mon activité politique, elle est sur mon lieu de travail. Avec mes collègues, on discute, on peut discuter d'affaires qui concernent la Suisse ou le monde. Comme une caissière, par exemple. Eh bien, il y a un lieu de travail aussi. Enfin, le b.a.-ba de l'activité politique sur le lieu de travail, c'est de s'organiser, de contester pour quelque chose, de demander une augmentation de salaire, je sais pas quoi, une réduction des heures pour dans le cas du caissière. Et ça arrive, dans le cas du caissière, demander des chaises qui sont plus confortables pour ne pas avoir de mal de dos pas possible, etc. Donc c'est quelque chose qui est très général. Et là, peut-être qu'il y a une confusion dans certaines des interventions. Pas une confusion, mais une imprécision dans certaines des remarques, et peut-être aussi dans mon discours, c'est que quand on parle de politique, on ne parle pas seulement des grandes décisions étatiques. On parle aussi de ces décisions, évidemment, mais on ne parle pas que de ces décisions. La politique, elle se fait effectivement tous les jours dans la rue, avec les voisins, etc. Quand vous vous organisez en collectif d'habitants pour protester contre, ça peut être tout et n'importe quoi, y compris des idées complètement débiles, vous faites de la politique. Quand on se mobilise dans un village contre les éoliennes, quand on se mobilise dans un quartier contre je sais pas quoi, contre le bruit du trafic routier, ça fait partie de la politique. Et maintenant, alors, sur la question des vertus, ça c'est un point qui est absolument fondamental. Et là-dessus, je pense qu'il faut rester républicain dans un sens historique du terme. On ne peut pas imaginer une démocratie sans citoyens démocratiques, d'une certaine manière. C'est à ça qu'on en vient. C'est quelque chose que Rousseau savait très bien. Il le dit explicitement dans le contrat social, où le problème c'est d'avoir de bonnes lois et de bons citoyens, et les bons citoyens sont faits par les bonnes lois, par les bonnes institutions, je crois que c'est le terme qu'il utilise, et le problème c'est que les bonnes institutions sont faites par de bons citoyens. Donc voilà, c'est une circularité. Mais la circularité qui n'est pas un piège, c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux, et il faut pouvoir entrer dans ce cercle en disant... Oui, non, mais c'est un problème dont on ne peut jamais complètement sortir, évidemment, parce qu'il faut les deux choses en même temps. Il faut se rendre compte qu'il faut les deux choses. La question de l'éducation est tout à fait fondamentale. Les Grecs qui appelaient ça la pédia, donc l'éducation dans un sens extrêmement large, c'est un point fondamental. Cela dit, Rousseau a ajouté aussi une autre chose, c'est que l'égalité se corrompt toujours, disparaît progressivement. Il faut en permanence réactiver l'égalité. C'est quelque chose que vous trouvez chez tous les républicains. C'est des pensées un peu pessimistes souvent, c'est-à-dire qu'on dit il y a un cycle des constitutions, on commence avec une très belle république, et puis ensuite ça dégénère en tyrannie, ça dégénère en je sais pas quoi, et puis on finit dans le chaos complet. Vous trouvez ça chez Machiavel, vous trouvez ça chez les Grecs aussi. Mais c'est une idée qui a une certaine force. Ça signifie que ce n'est pas parce qu'on a mis en place de très bonnes institutions et qu'on a en plus des citoyens très vertueux qu'on va continuer avec ces très bonnes institutions et ces citoyens très vertueux. Il va falloir rattraper, comme le disait il faut rattraper le pouvoir de temps en temps. Il faut reprendre la main sur des questions fondamentales, peut-être en réécrivant une constitution, en changeant des règles, en changeant des institutions, et en se rappelant... Oui, et en... Oui. Je rends tout de suite, c'est juste pour préciser. Pour résumer ce que je suggère, c'est pas la Constitution la solution, c'est nous qui nous sommes transformés, qui devenons la Constitution. Et à ce moment-là, on répond à tes apories et aux apories de Rousseau, de Machiavel, parce que pour lui, il y avait un cercle vertueux qui n'arrivait pas à se déclencher parce qu'il faut de bons citoyens pour faire de bonnes lois et de bonnes lois pour faire un bon citoyen. Mais avec Internet et l'éducation populaire, ça nous rend possible par notre hyperconnexion, on a la possibilité de déclencher notre éducation populaire avant la transformation du pouvoir politique et des nouvelles lois. Et c'est pas une bonne constitution, tu as raison, la bonne constitution elle va se corrompre, les bons citoyens vont se corrompre, il faudra former les enfants ou les jeunes adultes, il faudra faire une éducation populaire, mais qui sera possible que dans une constitution que nous aurons écrite nous-mêmes, et donc il faut que nous devenions constituants. Mais l'idée de devenir constituant, à mon avis, elle aide à penser
Oui. Ou en le prenant dans un autre vocabulaire, celui de Castoriadis que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, c'est le fait que toute institution est à la fois de l'instituant et de l'institué, et que la démocratie, c'est le moment où on se rend compte que l'institution ça paraît un peu abstrait, mais n'est pas que de l'instituer, c'est-à-dire qu'on transforme les institutions nous-mêmes, par nos actions, par notre pratique, par notre pensée, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, et l'exemple le plus clair, c'est celui du langage. Une langue, elle n'est évidemment pas figée. Enfin, à chaque moment, on réinvente la langue d'une manière ou d'une autre, et c'est se rendre compte qu'on est en train de réinventer la langue à chaque moment qui signale en fait un rapport démocratique à l'institution, si vous voulez. On pourra développer ou réexpliquer ça à un autre moment. Mais en revanche, sur le fait de mettre en avant la notion de vertu, c'est tout à fait fondamental. En revanche, je pense qu'il ne faut pas se débarrasser des procédures et des règlements. Parce que les procédures et les règlements font partie de la vertu. L'exemple le plus clair, c'est le respect de la loi majoritaire. Alors là, on ne sera peut-être pas d'accord parce que vous êtes plutôt sur une position consensualiste, mais dans une assemblée, respecter la décision majoritaire, alors on est en complet désaccord avec la décision qui vient d'être prise, c'est une vertu. Et c'est pas une question procédurale, c'est pas le fait de dire on a mis ces 60-40, etc., on accepte, etc. Non, c'est une vertu, c'est de dire, et en plus, non seulement d'accepter, mais de dire, à la limite, je vais même aller défendre la position qui a été prise à la majorité, parce que je reconnais que la communauté dans laquelle je me trouve a pris cette décision-là selon les règles que... Oui, absolument. Il n'y a pas de droit d'exception dans votre raisonnement. C'est-à-dire sur la décision majoritaire. Donc il y a une décision majoritaire, et puis il y a un type pour qui ça provoque, je sais pas, un cancer du foie, parce qu'on oblige à manger. Non, mais ensuite lui a le droit de dire non, je suis pas d'accord. Il y a toute une série de réflexions. Alors là, si ça vous intéresse, il faut aller voir chez les anarcho-syndicalistes en particulier, qui sont allés assez loin dans ce type-là de fonctionnement. Par exemple, non, moi j'ai une position plutôt agonistique sur ces questions-là. Mais en même temps, vous savez, quelqu'un qui arrive dans une assemblée, pas une assemblée de 5000 personnes, on ne se connaît pas, mais dans une assemblée de 20, dans une petite association, on est 15. Quelqu'un dit, il est contre la position majoritaire, mais il dit ça va pas du tout. Moi, ça va pas. Moi, je vais sortir la sauce qui en prend cette décision. On va tous reconsidérer la décision. On va forcément revenir en disant, bon, il y a un problème, il y a... Jean-Paul qui n'est pas du tout d'accord, donc on va quand même prendre en compte ses arguments, puis on va peut-être un petit peu évoluer dans son cas-là. Et ça, d'ailleurs, ça m'amène à ce que vous disiez sur la rareté du nombre de votes majorité-minorité. C'est très intéressant de voir que dans la plupart des collectifs, les décisions véritablement clivantes sont plutôt rares. Et donc, de temps en temps, elles arrivent. Et quand elles arrivent, il vaut mieux avoir une procédure pour pouvoir les régler. Parce que si on n'en a pas, c'est la catastrophe. Là, effectivement, celui qui gueule le plus fort va finir par remporter la décision. Donc, il faut des procédures, mais la plupart du temps, elles sont prises de manière très consensuelle. Il n'y a pas besoin de dire on vote systématiquement comme dans un parlement où il faut vraiment toujours lever la main. On peut assez facilement se mettre d'accord sur bien des décisions. C'est la même chose sur les débats, d'ailleurs. Là, il y a un passage très intéressant dans les textes sur la révolution hongroise de Castoriadis, où il dit, vous savez, quand on est dans des situations d'urgence, des fois il faut prendre des décisions, mais souvent les débats ne sont pas très longs. On ne discute pas pendant des heures quand il y a des chars soviétiques à 100 km et qu'il faut prendre des décisions tout de suite. On se met très vite d'accord, et à partir du moment où chacune des grandes positions a été exprimée, les gens ne vont pas reprendre la parole en disant oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas du tout d'accord, etc. Les choses vont relativement vite. Et ça il faut aussi en être conscient, donc ne pas non plus projeter sur le fonctionnement d'un collectif démocratique le fonctionnement qui en fait est celui d'un parlement, où le but c'est de se mettre en avant, c'est de parler, c'est de faire des discours extrêmement longs, pour pas grand chose finalement, mais pour apparaître à la télé sur la séance des questions à l'Assemblée, ce genre de choses. Généralement les assemblées démocratiques sont à la fois beaucoup plus économes en paroles et en décisions clivantes, parce que les décisions clivantes sont de vraies décisions. Ça aussi c'est important dans un parlement. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les parlements, c'est le parlement anglais. Vous avez une majorité, une opposition, l'opposition vote toujours contre la majorité, c'est le principe. Effectivement, il faut voter, il faut savoir, on est à 60-40, 55-45, quand on a 50-50, ça commence à poser des problèmes. Dans une assemblée démocratique, le problème n'est pas là. Vous n'avez pas une opposition, vous n'allez pas dire je vais voter contre la personne qui a proposé parce qu'elle n'est pas du même groupe que moi, elle est au gouvernement et je ne n'y suis pas, etc. etc. La dynamique est complètement changée. Dans ce type-là de collectif,
On est dans une véritable dynamique de prise de décision sérieuse. On n'est pas là simplement soit pour amuser la galerie, soit pour pour réaffirmer des oppositions qui n'ont pas lieu d'être. Puis l'Islande, vous avez étudié l'Islande? J'ai un petit papier qui est sur l'Islande, je pourrais vous l'envoyer. C'est à la fois intéressant, il ne faut pas non plus surinterpréter leur proposition. Vous savez que les propositions de modification de la Constitution en Islande n'étaient pas rédigées, par exemple. Donc il y a eu des questions, c'était est-ce que vous êtes d'accord notamment sur la place de la religion dans la société islandaise aujourd'hui? Comme Suisse, on vote sur des textes, j'en sais rien, moi je vote blanc, ce genre de choses. Pour plus ensemble dans les jeux de mots, qu'est-ce que pourrait la place de la religion? Je ne sais pas si c'est oui, si c'est non, ça signifie rien du tout. Oui, enfin, je m'abstiens, je ne vais pas prononcer. Donc le cas islandais est un peu particulier, même s'il y a des choses intéressantes. Il y a eu tout un processus après une grosse crise, mais c'est un cas qu'il faut peut-être voir un petit peu plus en détail. Ils se sont fait voler le processus, non? La Cour suprême a validé pour des raisons éthiques. Ils votent sur la Constitution. Ouais, c'était ça. Il me semble qu'ils ont été élus. Ils ont tiré au sort 2 chambres pour fixer le cahier des charges, et puis ensuite la constituante elle a été élue parmi des non-candidats, en tout cas parmi des non-professionnels de la politique. Et donc après l'élection, le travail a commencé à démarrer, et la Cour suprême, donc, qui était complètement oligarchique, a déclaré un vice de forme, une couillonnade, donc a rendu la Chambre illégitime. Et ils étaient si contents de s'être réunis, de commencer le travail, qu'ils ont demandé à le faire quand même. Et on leur a dit ok, mais à la fin, le Parlement vous passera sur le corps pour tout retransformer, parce qu'ils ont complètement conchié le truc. Et alors, bon, ils l'ont fait quand même, c'était très intéressant, c'est qu'il y avait une interaction entre les constituants qui étaient vraiment de bonne volonté et le reste de la population via les réseaux sociaux. Donc la population les interpellait sans arrêt. Donc il y avait vraiment un travail de... Ils ont donné le spectacle de la possibilité d'un processus constituant entre des personnes non professionnelles et un peuple qui fait attention, donc qui est éveillé, qui les regarde et qui interagit avec eux. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais tout ça, c'était dans un cadre complètement morfionné par des oligarques qui ont fait bien attention à garder la main au final. Ce qui fait que comme les gens savaient que c'était que indicatif, quand il a été question de voter, les gens ne se sont pas mobilisés, ne sont pas allés voter. Mais non, mais vraiment, il y a des choses à retenir, et surtout le fait qu'il ne faut pas laisser les oligarques se mêler des processus constituants. Mais ils ont quand même bloqué les banques. Oui. Oui, non, effectivement, ils ont viré leur gouvernement, ils ont foutu les ministres en prison, pas les banques parce qu'ils sont partis avant qu'on arrive à les attraper. Oui, c'est ce qu'on fera aux autres quand ça va péter. Hein.